Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 et l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Alix. Stéphane Alix, extraterrestre, l'enquête, on va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais, et justement pour bien comprendre votre livre, que vous nous expliquiez votre parcours, parce que cela va bien expliquer la manière utilisée pour enquêter sur ce phénomène extraterrestre. Mon parcours, c'est très large comme question. C'est pas évident, commencer une thérapie comme ça. Il y a une phrase que j'ai bien aimée de John Mack. Il a trouvé que j'étais un homme de frontières. C'est-à-dire que ce sont les frontières qui me fascinent. J'ai passé 13-14 ans de ma vie à faire du reportage d'investigation, du reportage de guerre. Je suis allé me confronter à des choses qui au départ étaient des fantasmes, pour me faire peur, pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons qui peuvent exister. Et puis un certain nombre de choses ont fait que je me suis intéressé aujourd'hui à des frontières qui sont d'ordre plus invisible, plus immatériel que celles que je côtoyais avant. Donc pour être très concret, c'est de répondre à la question, j'ai commencé mon métier de reporter de guerre en 1988, à l'âge de 19 ans, en partant rejoindre les résistants afghans en Afghanistan. Je voulais faire du reportage de guerre. J'avais vu l'histoire complète, c'est que j'étais fasciné par le reportage de guerre, par les journalistes notamment qui avaient couvert la guerre du Vietnam, et je voulais faire ça, pour des raisons certaines parfaitement idiotes. Et je me souviens qu'en mars 88, j'achetais une revue qui s'appelait NAM, qui était une espèce de fascicule qui présentait un petit peu toutes les facettes de la guerre du Vietnam. Et dans un des fascicules, il y avait un article d'un certain Tim Page, qui était un photographe à l'époque, et sous une photo assez banale de lui, il y avait une légende: Tim Page, dès l'âge de 20 ans, dès l'âge de 18 ans, n'hésitez pas à aller en première ligne. Et je me suis dit, merde, j'ai 20 ans dans 6 mois, il faut que je fasse quelque chose. Et un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvé dans le maquis afghan 2 mois plus tard, embarqué dans une aventure que j'espérais même pas et qui a changé beaucoup de choses. Et à partir de là, quel était votre but? C'est-à-dire d'être correspondant en temps réel pour les médias occidentaux, ou d'écrire, de recueillir et d'après revenir fort de votre expérience? Quel genre de journalisme vouliez-vous pratiquer? J'ai jamais eu un plan de carrière particulier. J'ai quitté l'école avant de passer mon bac parce que je voulais faire mon expérience par moi-même. Et vraiment, cette première expérience de terrain en Afghanistan avec les Moudjahidines dans des conditions très difficiles m'a fait me poser les questions bien mieux, je pense, à titre personnel, que ne l'aurait fait n'importe quelle école de journalisme. Je me suis retrouvé dans un camp souterrain près de la frontière pakistanaise, en territoire afghan, face à des camps fortifiés russes. Et là, l'attente a commencé. Parce que la guerre, c'est ça, c'est des semaines et des semaines d'attente, et puis tout d'un coup, des moments d'une intense terreur qui dure une demi-heure, une heure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois écrire? Il y avait une actualité internationale qui était le début du retrait des forces soviétiques d'Afghanistan, le 15 mai 88. Moi, je suis arrivé le 13 mai 88 sur le sol afghan. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois compter les morts? Il y avait des postes russes, il y avait des moudjahidines qui se faisaient tuer de temps en temps. Et vraiment, j'ai débarqué sur ce terrain de façon complètement novice. Il y a que les moudjahidines qui croyaient que j'étais journaliste. Et le fait de passer une semaine, puis 2 semaines, puis 3 semaines avec les moudjahidines, à rien faire d'autre que de manger avec eux, de dormir avec eux, me gratter avec eux parce que c'était infesté de puces, leurs abris souterrains. J'ai appris un peu de persan, et puis j'ai commencé à m'extraire de ma bulle, qui était l'univers dans lequel j'avais vécu depuis l'enfance en France. Et je me suis rendu compte justement que j'avais vécu dans une bulle. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste le fait qu'on est dans un univers culturel et social qui nous façonne, qui façonne notre vision, notre façon de percevoir les choses, les autres. Et j'ai pénétré dans la bulle afghane. Je suis devenu afghan pendant quelques semaines. Et le retour en France a été très difficile parce que j'ai fait le chemin inverse, en fait. Et ça a été très formateur, ne serait-ce que pour... ça a l'air d'être très construit, ce que je dis, mais c'est construit parce qu'aujourd'hui, il s'est passé presque 20 ans maintenant. À l'époque, je réalisais absolument pas ce que je vivais. J'avais simplement l'impression d'être une éponge qui absorbait tout ce qu'il y avait autour de moi. Les peurs, les joies, les choses fascinantes. Ce pays, l'Afghanistan, est un pays absolument fascinant.
Et puis voilà, donc j'avais pas de but particulier, j'avais juste envie de partager ça. Je me souviens à l'époque que j'avais rencontré un de ces arabes entre guillemets qui étaient tous ces volontaires qui venaient de l'ensemble du monde musulman pour se battre aux côtés des Moudjahidines. C'était un type qui est toujours un ami à moi, qui est suisse, mais d'origine moyen-orientale, et qui se battait aux côtés des Moudjahidines. Aujourd'hui, il travaille en Suisse d'une façon tout à fait rangée. Et il m'avait fait découvrir l'univers des Moudjahidines, l'univers de l'islam, son islam, celui très très archaïque, très 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 basique, mais en même temps très pur des Afghans. Et j'avais dit mais c'est extra ce que tu me racontes. En plus, j'avais intégré un groupe de Moudjahidines chiites pro-iraniens qui avait pris très très peu de journalistes, et j'étais rempli de ces appréhensions, de ces idées toutes faites que pouvait avoir un occidental à l'époque. On était encore en plein conflit Iran-Irak, enfin bon, sans m'étendre. Et je me suis dit, mais bah voilà, je vais raconter ça. Ça me paraît intéressant, ce que je vis, le quotidien de ces gens, pourquoi ils se battent. Et Amr m'a dit, t'y arriveras pas. T'y arriveras pas. Tu pourras pas publier ça dans un journal. Et je me dis, mais c'est évidemment que si, je pourrais publier ça dans un journal. On vit dans un pays libre, on a une presse libre, je pourrais écrire. Et en fait, toute ma vie de journaliste et ma carrière qui s'est déroulée après ce voyage-là a été la réalisation en fait que c'était peut-être plus difficile que ce que j'avais pensé au départ, et que c'est pas parce qu'il se passe quelque chose que c'est ce quelque chose qu'on va retranscrire et qu'on va rapporter et qu'on va écrire dans un article. Alors, ce qui est assez extraordinaire pour revenir à ce sujet des ovnis entre guillemets aussi, c'est que déjà lorsque vous êtes arrivé en Afghanistan, vous vous êtes préparé à remettre en question vos bases et vos certitudes. Là, vous avez découvert un autre monde que vous ne connaissiez pas, de nouvelles règles, une nouvelle vie. Et là, dans cette enquête que vous avez menée, c'est un petit peu la même chose. C'est revenir sur des faits établis, enquêter dessus et se dire pourquoi pas. Bah, disons, le point commun entre tout ça, que ce soit ce voyage en 88 ou aujourd'hui ce livre, c'est le fait d'être confronté à une réalité en ayant simplement la démarche curieuse. Parce que le journaliste, c'est quoi? C'est juste des yeux, des oreilles. Le journaliste qui commence à analyser, on voit ce que ça donne, ça mène pas à grand chose. Et puis surtout, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir, pour regarder, pour entendre et pour rapporter ce qu'on a vu et entendu avec le maximum d'objectivité, enfin bien que ce terme soit très compliqué à définir. Donc c'est ce que j'ai fait il y a 18 ans maintenant en Afghanistan, et c'est ce que je fais aujourd'hui sur un sujet beaucoup plus polémique encore que des sujets politiques. Vous avez donc décidé de vous recentrer en quelque sorte sur l'intérieur, sur l'humain, plutôt que de partir dans ces pays en guerre, partir voir ces grands événements. Vous avez décidé de vous attarder sur la cellule plutôt que sur le corps. Si on rentre vraiment dans l'itinéraire personnel, mais je suis pas sûr que ce soit très passionnant. J'ai eu une vie en Afghanistan qui m'a apporté, en Afghanistan et ailleurs, j'ai travaillé en Somalie, au Tibet, dans les Balkans, enfin dans différents lieux géographiques, sur des situations qui étaient parfois extrêmement tendues, des situations de guerre, des situations de trafic, de mafia, des choses comme ça, des enquêtes longues. J'ai exploré, à mon sens, les frontières qui sont les frontières de l'homme aujourd'hui. La violence, la guerre, comment est-ce qu'on résout un conflit, comment est-ce qu'on n'arrive pas à le résoudre, pourquoi est-ce qu'on le fait, jusqu'où ça peut mener. Je me souviens que j'ai alterné, après avoir fait ce voyage en 88 en Afghanistan, je me suis retrouvé en 89 à interviewer le Dalai Lama parce que je commençais un grand projet qui était pour moi un moyen de me balader en Asie pendant plus d'1 an, sur les différents jeunes d'Asie. Je voulais faire un portrait des jeunes d'Asie. Ce projet, comme des milliards d'autres, est tombé à l'eau, mais j'ai quand même fait le premier portrait, qui était le portrait d'un jeune Tibétain. Et j'ai passé beaucoup de temps à Dharamsala, j'ai rencontré le Dalai Lama. C'était la première personne célèbre que je voyais. Donc voilà, je venais d'Afghanistan, où j'avais vu des gens se faire tuer, et puis moi-même j'avais vécu ça dans ma chair, donc c'était assez éprouvant. Et hop, je me retrouvais avec l'autre facette de ce que peuvent être les hommes, c'est-à-dire quelqu'un qui prêche la compassion, l'amour, etc. Donc je dirais que ma vie depuis et mon travail, mon intérêt a toujours oscillé entre ces deux extrêmes. Et ces deux extrêmes, je les connais dans ma chair presque. Je les ai expérimentés. Et le travail que je fais aujourd'hui sur cette hypothèse extraterrestre, sur les phénomènes des enlèvements,
est quelque chose qui pour moi prolonge ce travail dans un monde invisible. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous entendre parler de votre passé, parce que cela va éclairer nos auditeurs sur la manière dont vous avez réalisé ce livre. C'est ça, la manière, utiliser, de par cette connaissance de l'humain, utiliser la même chose, le même travail, les mêmes outils, mais pour aller vers un phénomène totalement différent. Et je pense que ça peut éclairer sur les choses que vous allez nous dire dans quelques instants sur ce livre, L'extraterrestre, l'enquête, qui paraît aux éditions Albin Michel le 27 septembre, c'est-à-dire demain. Et finalement, c'est un hommage à John Mack, très présent dans ce livre, et vous allez nous expliquer pourquoi bientôt. John Mack, qui est donc décédé le 27 septembre 2004. Tout à fait, et il faut que je vienne chez vous pour réaliser cette coïncidence qui n'en est pas une. Je suis très perplexe et très intrigué par cette coïncidence. J'avais vraiment pas réalisé jusqu'à il y a quelques minutes. John, effectivement, est mort accidentellement en se faisant renverser par une voiture alors qu'il participait à une conférence à Londres fin octobre 2007, le 27 octobre 2007. C'était quelqu'un qui était en pleine forme, extrêmement costaud, solide, avec une énergie déconcertante, à 74 ans. Enfin, il allait avoir 75 ans la semaine suivante. Et vraiment, son décès était totalement inattendu, oui. Comment vous êtes-vous intéressé au phénomène OVNI ? Ou la version longue ou la version courte ? Enfin, au milieu. Allez, je vais choisir. Pour être très honnête, la version longue est dans le bouquin parce que je commence vraiment là-dessus. Il était important pour moi dès le départ de préciser comment j'en étais arrivé là. Le départ, c'est en 2000. Je suis en Inde, encore une fois, en reportage sur l'échappée d'un jeune lama qui est le 17e Karmapa, en fait, qui est un dignitaire tibétain, qui était un des plus hauts dignitaires tibétains encore présents sur le sol tibétain, occupé par la Chine, qui s'échappe dans les derniers jours de 1999 et qui apparaît subitement en Inde, près de Dharamsala, le 5 ou le 4, enfin dans la nuit du 4 au 5 janvier 2000. Donc bon, je vais la faire courte, mais je suis parti là-bas pour faire un film pour Arte sur le personnage, et j'ai été amené à le côtoyer. Il y a eu un projet de bouquin même sur lequel j'ai travaillé, donc je l'ai vu à plusieurs reprises. Et lors d'un entretien, d'une interview, alors que rien ne prédisposait à ce qu'il me parle de ça, il a commencé à me parler des êtres habitant dans l'univers, d'autres êtres habitant dans l'univers. Et il m'a pas dit ça comme quelqu'un me parlant d'une croyance, comme il peut y en avoir, quelque chose de plutôt métaphorique, comme il peut y en avoir beaucoup dans le bouddhisme tibétain. Il m'a parlé de ça comme quelque chose d'aussi réel que l'oiseau qui était en train de chanter de l'autre côté de la fenêtre. Et ça m'a intrigué parce que je comprenais pas déjà pourquoi il me parlait de ça maintenant. Mais ça m'a intrigué sans pouvoir aller beaucoup plus loin, parce que comme la majorité des gens et du grand public, c'est un sujet totalement indifférent pour moi. J'ai jamais été confronté à une observation de quoi que ce soit. Et puis déjà, le lien extraterrestre-ovni, pour moi, était absolument inexistant. Donc je suis sorti de cette interview un peu perplexe, troublé. J'en ai parlé autour de moi aux gens que je côtoyais Dharamsala. Donc là, il y a eu effectivement les hypothèses farfelues qui sont sorties. Il y a même quelqu'un qui m'a proposé de me donner le email d'une extraterrestre qu'il connaissait à Hawaï. Donc vous voyez, moi je me dis non, allez, on arrête, c'est pas possible. Je peux pas rentrer là-dedans. C'est vraiment sans mauvaise volonté. C'est juste que j'avais absolument aucune passerelle. Et puis un an a passé, 2 ans a passé, 3 ans ont passé, et tout début de l'année 2003, je me suis dit mais après tout, pourquoi pas aller creuser un petit peu cette histoire-là, c'est intéressant. Et j'ai commencé à le faire en travaillant sur les hypothèses d'origine extraterrestre de la vie, sur tous les changements en cosmologie qu'on connaît, la découverte des exoplanètes depuis 95, tous ces bouleversements qui affectent la science, mais pas seulement la science, qui affectent aussi qui peuvent affecter notre vision du monde et qui pourtant ne l'affectent pas encore complètement. Je me suis dit, en allant dans cet espace-là, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver. Et puis, sans du tout attendre quoi que ce soit, je me suis dit, allez, il faut quand même que par honnêteté intellectuelle, je lise les bouquins que je vais trouver sur les ovnis, ou sur le sujet extraterrestre tel qu'il est traité dans la littérature se rapportant au sujet. Donc je suis allé dans les rayons des librairies, j'ai pris pour politique de tout lire. D'essayer de tout lire. J'ai lu beaucoup d'âneries, et puis j'ai eu la surprise de tomber sur des ouvrages qui étaient sérieux, qui me paraissaient être le fait de gens sérieux,
des astrophysiciens, des militaires. Je pense au livre du Cometa, je pense au livre de Pierre Guérin, par exemple. Et plutôt que de balayer le sujet en quelques semaines d'enquête, il a gagné en consistance. Et gagné en consistance, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas traité normalement? Où est le problème? Les histoires de complot international, j'y crois pas. J'ai travaillé sur le trafic de drogue, j'ai côtoyé des services de renseignement, je sais comment se passe le monde du secret, enfin d'une certaine manière. L'explication simpliste de la chape de plomb gouvernementale mise sur ce phénomène, je ne peux pas y adhérer. Enfin, en tout cas, au moins pour la France. Donc je voulais essayer de trouver cette raison-là, et trouver cette raison-là est devenue presque plus obsédante que de travailler sur le sujet en lui-même. Et puis un jour, je suis tombé, parce que j'avais la politique d'aller toutes les semaines, tous les 15 jours, dans les librairies, et notamment des librairies qui font de l'occasion, pour acheter tout ce qui se faisait sur le sujet. Et un jour, je tombe sur le livre de Marie-Thérèse de Brosse, Enquête sur les enlèvements extraterrestres. Je le prends, je regarde la couverture, je me dis non, ça je peux vraiment pas. Et je le repose dans le rayon. Et puis il était en occasion, il était en poche, il coûtait 2,50 €, donc je me dis bon, je vais quand même le lire. Et là, j'ai eu la surprise, encore une fois, je passe un degré de réalisation, je découvre que le sujet, là aussi, est consistant. Je découvre l'existence de Jacobs, de Bud Hopkins, et de ce John Mack qui m'intrigue plus que les autres, parce qu'il est psychiatre, parce que lui vient vraiment d'un univers qui, a priori, est tout sauf un univers ufologique. Et en plus, le cursus de ce psychiatre qui me donne à penser qu'il y a peut-être avec lui le moyen de partager avec le grand public quelque chose qui paraît important. Si lui l'a fait, si lui est arrivé à faire ce travail-là. Enfin, voilà, bref. Et la semaine suivante, en me rendant à la même librairie, je tombe sur le livre de John Mack qui s'appelle Dossier extraterrestre, qui a été publié aux Presses du Châtelet, je crois, il y a 10 ans de ça. Je le lis, je le dévore, et je me dis, il faut absolument que je rencontre ce bonhomme. Et puis les hasards qui n'en sont pas ont fait que je suis parti quelques semaines plus tard à Boston, où j'ai rencontré John Mack, et j'ai pu là engager un vrai travail avec lui. Et je dirais que ça a été absolument renversant. Cette rencontre a été absolument renversante. Dossier extraterrestre paru aux Presses de la Cité en 94, pour tous ceux qui veulent se le procurer. Donc vous êtes intéressé au sujet, en vous rendant compte, et moi c'est ce qui m'a beaucoup amusé, qu'il y avait des ouvrages donc sérieux, fondés, travaillés sur le sujet. Vous parliez du rapport Cometa, que nous avons beaucoup mis en avant sur l'antenne, qui n'est pas à prendre à la légère, surtout sa conclusion qui est très intéressante. Il y a le livre de Marie-Thérèse de Brosse qui a fait un gros travail d'enquête. Ce sont des livres, les livres de Pierre Guérin, enfin ce sont des livres qui restent, sur lesquels on peut s'appuyer et se rendre compte qu'il n'y a pas que de la lecture folklorique dans ce dossier, et qu'il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît quand on met les égos de côté. Donc, vous êtes intéressé à ce sujet, vous avez rencontré John Mack, vous avez beaucoup travaillé avec lui. Avant de parler de votre livre, vous avez aussi réalisé un documentaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots ? En fait, oui, ce documentaire était prévu autour de la personne de John Mack. Sa réalisation a été compliquée par son décès, parce que ça devait être un film d'une plus grande ampleur, qui donnait vraiment une place importante à son travail. Et on l'a réalisé dans l'urgence 3 semaines après sa mort, avec la seule interview que j'avais faite de lui l'année précédente. Donc c'est un film qui a été douloureux, parce que moi j'avais vraiment une admiration pour ce personnage. C'est au-delà du courage intellectuel qu'il lui a fallu pour s'engager dans ce suicide professionnel, parce que ça a été pour lui un vrai suicide professionnel. Il a mis en danger une réputation, une carrière qu'il avait acquis. Il a pris Pulitzer, il a fondé le département psychiatrique de l'université de Harvard. Donc, c'est pas le premier clampin, il avait quand même beaucoup de choses à mettre en jeu. À mettre en jeu, c'est ça, vous le dites assez souvent, c'est ça qui vous a fait vous intéresser aussi beaucoup à ce sujet, c'est de voir que des personnes avec un passif aussi prestigieux se permettent de mettre dans la balance tout leur passé professionnel pour s'intéresser à un sujet qui pourtant peut passer comme ridicule aux yeux de certains. Je pense que pour John Mack, il s'est trouvé confronté. Lui est venu à ce sujet par une curiosité. Enfin, on va peut-être venir plus tard, mais à travers Bud Hopkins. À travers Bud Hopkins, qui a été le déclencheur, effectivement. Et Bud Hopkins a eu l'immense intelligence, plutôt que de commencer à lui faire un cours sur les abductions, de lui donner un paquet de lettres qu'il recevait, parce qu'il en recevait des tripotées. Et il a dit, écoutez, lisez ça vous en apprendra beaucoup plus que tout ce que je pourrais vous dire.
Et John a commencé à lire ses lettres et puis ça l'a conduit à vouloir voir un patient, enfin une personne, une expérienceur, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis il s'est rendu compte progressivement de la détresse, du trauma que vivaient ces gens. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'étendre longuement. Et enfin de la consistance, en un mot, la consistance et de la réalité de ce phénomène. Je me rends compte là que nous n'avons pas vraiment dit qui était John Mack et ce qu'il pratiquait. Oui, alors John Mack, il est psychiatre de formation, médecin. Il est diplômé, je sais plus l'année, mais je crois que 52 l'année de son diplôme. Enfin, il a 55 à Harvard. 55, voilà. Il a été professeur de psychiatrie à l'université de Harvard. Il a fondé le département de l'école de médecine de Harvard. Il a eu il s'est intéressé à différentes pathologies, le suicide, les cauchemars. Il a travaillé beaucoup là-dessus dans les années 50, 60, 70. Et à partir des années 70, il a commencé à s'intéresser aux autres états de conscience aussi. Il a travaillé notamment avec le psychiatre Stanislas Grof pour essayer d'explorer ce que sont toutes les questions qui nous fascinent sur la conscience, sur la mémoire, sur la réalité mais toujours avec, je dirais, une approche extrêmement rigoureuse de psychiatre, de posant des diagnostics sur les gens, sur les patients, enfin sans partir dans n'importe quelle direction. Il a 40 ans d'expérience quand il rencontre ses premiers enlevés et j'ai perdu le fil. Et donc c'était une personne extrêmement qualifiée pour étudier sans forcément se faire pointer du doigt, parce que de par son expérience, de par aussi ce prix Pulitzer qui compte. Oui, voilà, c'est ça, c'est le prix Pulitzer dont je voulais parler. Il a effectivement fait une biographie de Laurence d'Arabie parce qu'il s'intéressait un petit peu à la façon dont les gens peuvent gérer une surmédiatisation. Voilà, une surmédiatisation ou une surimportance historique par rapport à leurs propres conflits internes. Et Laurence, qui était assez compliqué, je crois, en interne, faisait un sujet d'étude fascinant. Et John a obtenu le prix Pulitzer en 1977 pour une biographie qu'il avait consacrée à ce personnage. Et lui aussi, voilà, son intérêt pour ces types de personnages un peu borderline s'est poursuivi, a continué jusqu'à la découverte du phénomène des enlèvements. Et c'est ce dont nous allons parler ensemble lors de cette émission. Nous sommes avec Stéphane Alix, auteur de Extraterrestre, l'enquête, qui sort le 27 septembre et c'est aux éditions Albin Michel. C'est à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Alix, auteur de Extraterrestre, l'enquête, qui paraît aux éditions Albin Michel. On va faire quelque chose de très très simple, Stéphane Alix. Si vous deviez en quelques mots nous présenter votre livre, ça me paraît être un excellent commencement. Que diriez-vous ? Ça va paraître présomptueux, mais c'est le livre que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet. Parce que voilà, le vrai problème pour le grand public, pour moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, pour tous les gens qui n'ont jamais entendu parler de près ou de loin du phénomène, c'est quand même une grosse partie de la population, on ne sait pas où aller. Et quand on va dans une librairie, qu'on a la curiosité et l'envie vraiment d'aller un peu plus loin, on nous envoie au rayon ésotérique et on tombe sur tout et n'importe quoi. Et il faut une vraie envie, je crois, pour réussir à tomber sur la perle, les quelques bons bouquins qui vont pas aller trop loin, qui vont présenter le phénomène sans partir dans des hypothèses X et Y, qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont difficiles à admettre pour quelqu'un qui sera totalement vierge sur le sujet. Et moi, la satisfaction que je peux avoir de quelques lecteurs tests que j'ai eus, c'est des réflexions de la part de gens qui justement ne sont vraiment extérieurs au sujet, qui seraient plutôt, comme la majorité de la population, extrêmement réticents à ça, qui sont encore dans l'hypothèse de la croyance, c'est-à-dire comme si c'était un sujet sur lequel il fallait se prononcer. Ces gens-là ont été très impressionnés par l'argumentaire, les cas que je ramène et la progression dans la présentation du phénomène et de sa consistance. Donc je dirais que c'est un livre qui peut peut-être aider des gens qui auront quand même cette curiosité initiale de s'intéresser à ce phénomène, à comprendre les tenants et les aboutissants, à savoir quels sont les enjeux, qui s'occupe de ça, qu'est-ce qui se passe réellement et de quoi il s'agit. Voilà. Après, les hypothèses, je laisse ça à d'autres. C'est très ambitieux de vouloir faire un livre référence sur justement ce phénomène qui compte tellement de littérature et aussi variée. Comment vous y êtes-vous pris ? Vous avez décidé d'expliquer la vie pour commencer, ce qu'est la vie ?
J'ai voulu répondre et suivre le cheminement que j'ai suivi quand je me suis, à partir du moment où j'ai commencé à ouvrir un premier livre sur le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qui se passe dans l'univers. On nous présente un certain nombre d'arguments pour expliquer que la vie et que les ovnis, que les extraterrestres peuvent pas exister. On nous cite en premier le théorème de Fermi qui dit mais si ça existait, ils seraient là. On nous dit que l'univers est tellement grand qu'il pourrait pas venir parce que c'est trop loin. Donc même s'il y a très certainement plein de civilisations, il leur faudrait des milliards d'années. Mais tout ça est basé sur des assertions scientifiques qui sont un petit peu périmées et qui commencent à sortir vraiment la naphtaline aujourd'hui. Et ça, même les scientifiques les plus rigoureux le reconnaissent. Donc j'ai voulu explorer en cosmologie, c'est-à-dire à travers notamment la découverte des exoplanètes, la découverte expérimentale des exoplanètes à partir de 95, à travers la physique quantique, la biologie, voilà, qu'est-ce que c'est que la vie, comment est-ce que ça apparaît, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui là-dessus, et non pas présenter des hypothèses un peu dangereuses et tendancieuses, mais présenter le consensus actuel sur lequel l'ensemble de la communauté scientifique s'accorde. Et ça, c'est déjà assez vertigineux, parce qu'on s'aperçoit que la vie est un phénomène assez banal, qu'il a dû apparaître dans un nombre considérable d'endroits à travers l'univers, que la planète Terre est une planète qui n'a rien d'exceptionnel, il y en a sans doute des milliards et des milliards d'autres à travers l'univers, que notre planète en plus est très très jeune par rapport à l'âge de l'univers. Notre système solaire a un peu plus de 4 milliards d'années, alors que l'univers en a priori entre 13 et 15. Voilà, donc la vie a pu apparaître non seulement partout dans l'univers, mais il y a des milliards et des milliards d'années. Donc, après de se dire, oui, mais de toute façon, ils sont trop loin, et puis ils pourraient pas. Effectivement, s'ils viennent en 2 chevaux, ça va être assez loin. Mais c'est assez aussi présomptueux de s'imaginer que la technologie a évolué d'une manière linéaire, qu'elle a donné forcément des engins plus perfectionnés qui fonctionneraient avec une type de gasoil plus perfectionné. Tout ça est extrêmement humain comme perception. Donc, je dirais le paradigme étant posé, le paradigme étant cette invention assez pratique qui désigne l'ensemble des croyances scientifiques d'une époque donnée pour comprendre et sur lesquelles est basée notre vision du monde. L'ensemble des éléments scientifiques solides qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour définir ce que c'est que la vie et l'univers nous donnent à penser que beaucoup plus de choses sont possibles que ce qu'on imaginait. Donc à partir de là, je mets ça de côté, je prends ça comme un acquis, et puis j'explore les témoignages. Voilà, les témoignages de pilotes, de gens. Qu'est-ce qui se passe avec ces témoignages, qui les formule. On a une richesse extraordinaire en France, c'est notre gendarmerie nationale, qui est quand même dispersée sur l'ensemble du territoire, qui est habilitée, et de façon vraiment officielle maintenant depuis 1977, à recueillir les témoignages qui peuvent se faire en matière d'observation d'OVNI. Donc j'incite vraiment les gens, tout le monde, à aller à la gendarmerie pour les observations qu'ils auraient pu voir. Il y a des protocoles qui existent, qui sont peut-être en sommeil, qui sont peut-être très sclérosés aujourd'hui parce que justement ils sont pas pratiqués, mais ces témoignages recueillis en gendarmerie doivent être transmis au CNES, le CNES doit les étudier, enfin bref, c'est important de le faire. C'est encore compliqué quand même. En France, en tout cas, on voit qu'aux États-Unis, l'idée est quand même un peu plus avancée. On se permet de parler de ces choses-là. En France, on voit assez peu de personnes aller à la gendarmerie. Mais c'est bien pour dommage. Témoigner. C'est bien dommage parce que le GEPAN, qui est donc le service dédié à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés au sein du CNES, ne peut travailler qu'à partir des enquêtes qui lui seront communiquées par la gendarmerie. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors effectivement, entre les deux, il y a le gendarme. Et c'est pas évident d'entrer dans sa gendarmerie, souvent de proximité. Mais c'est justement pour ça que les témoignages qui seront collectés par les gendarmes auront plus de poids et seront plus importants, parce que quelqu'un qui va avoir la démarche d'aller dans une gendarmerie, de passer pour un guignol, le cas échéant, va être va inspirer plus de confiance aux enquêteurs. C'est vrai que si quelqu'un appelle comme ça librement le site du CNES et demande à parler au responsable pour lui dire j'ai vu un truc, où on va, le type du CNES a ni les moyens ni les capacités de se déplacer sur chacun de ces appels, et Dieu sait qu'il y en a, et il y en a beaucoup. Donc autant utiliser la procédure qui existe. Moi je suis partisan de la méthode Coué. Cette procédure existe, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des paralysies, il y a peut-être des peurs à tous les niveaux, au sein du CNES comme dans les gendarmes, mais allons-y, il y a une procédure qui existe, et je pense que dans des cas, comme certains cas que je mentionne dans le livre, le trouble des témoins, le fait que ces témoins, en plus les gendarmes connaissent en général les populations auxquelles ils ont affaire, donc ils savent quand c'est Dédé le Poivreau qui vient le voir ou quand c'est plutôt quelqu'un qui a jamais eu d'histoire. Enfin, je dirais que dans une grande partie des cas, c'est plutôt un facteur positif qu'un facteur négatif. Donc quand les gens, quand un témoin secoué va arriver chez les gendarmes, je vais
je vais professer, je vais rester positif et je vais partir du principe que le gendarme va comprendre qu'il se passe quelque chose. D'accord, mais on sait aussi que la société avance, hélas ou grâce en tout cas aux médias, que les médias sont très importants, qu'il y a par exemple des émissions où les personnes ont pris l'habitude maintenant de dire qu'un rôdeur était dans le coin parce qu'une émission de télévision leur a dit qu'il fallait dénoncer les rôdeurs, etc., etc. Je ne le vante pas du tout ce genre d'émission. Mais si les médias donnent toujours une image aussi folklorique, aussi négative du phénomène OVNI, comment faire comprendre à ces personnes qu'il faut aller témoigner? Moi, si vous voulez, je pense que j'ai une réflexion pragmatique. Je suis conscient des problèmes qui peuvent se poser autour de ce phénomène. J'en suis témoin à travers le travail que je fais depuis 3 ans. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a 2 choix possibles. Soit on continue à ne pas étudier le phénomène, on continue à ne pas alimenter le CNES en cas possible, et du coup le CNES ne fait rien. Le responsable actuel, Jacques Maintenay, s'occupe de trier les archives, de les mettre éventuellement en ligne, mais il n'y a rien de nouveau qui arrive. Si les gens qui seraient éventuellement témoins de phénomènes importants n'ont pas la démarche d'aller dans une gendarmerie, on est dans un service vicieux. Donc, allons-y. J'entends tous les jours des gens qui me disent avoir des témoignages, voir des trucs au-dessus de Paris, des choses fabuleuses. Mais allez chez les gendarmes, ça coûte rien. Qu'est-ce qu'on risque? De se faire rire au nez? Ça arrivera peut-être dans 1 cas, 2 cas, 3 cas, mais il y aura quand même un certain nombre de brigades de gendarmerie qui prendra les témoignages. Et puis ça, j'en suis convaincu. Et ces témoignages suivront la voie hiérarchique, qui descendront au GEPAN, et le GEPAN sera obligé de les traiter, il les traitera. Et ça serait un moindre mal. Je préfère ça plutôt que de ne rien faire. Moi, les témoignages sur lesquels je me suis appuyé sont les témoignages exclusivement passés soit à travers le CRIP de la gendarmerie, soit à travers le CRIP de l'armée de l'air. Je n'ai introduit dans ce livre que des témoignages que je connaissais de première main, parce que parce qu'il me semble que les enquêtes de gendarmerie sont plus pour moi une garantie de sérieux, de crédibilité que c'est arbitraire, hein. Je suis parfaitement conscient de l'arbitraire de ma démarche. Le problème, c'est que on est dans un sujet qui est très touchy, qui ne bénéficie pas malheureusement d'une étude académique et de grande ampleur en France. Donc tout et n'importe quoi peut être fait sur ces enquêtes. Il n'y a pas forcément, de la part de certains enquêteurs, une rigueur telle qu'on devrait l'en attendre sur un sujet comme ça. On a un outil qui est possible. Tout le monde nous en vante. Je voyage souvent aux États-Unis. Tout le monde porte sur un piédestal l'existence du GEPAN au sein d'une agence spatiale officielle. Je trouve que c'est une chance. Et vu pour moi comme ça d'un regard un peu neuf, je me dis que ce serait dommage de pas essayer d'utiliser cet outil. Mais avec quels moyens? Le GEPAN. Mais les moyens, enfin, je suis pas ni président du GEPAN ni quoi que ce soit, et puis je suis pas non plus militant, mais moi, si en tant que journaliste, si je dois apporter et amener des cas au public, comme ce que je fais dans le bouquin, encore une fois, je ne peux m'appuyer que sur des enquêtes sérieuses qui ont été faites et qui ont été décortiquées. J'ai des cas personnels. Dans mon enquête depuis 3 ans, j'ai découvert que des proches avaient été témoins de phénomènes. Ces gens-là, je les inclus parce que c'est des gens que je connais depuis longtemps. Mais je suis aussi confronté énormément à des gens qui viennent me voir et qui me disent avoir eu des expériences. Je mets pas en doute leur honnêteté du tout. Le problème, c'est que à titre personnel, je peux avoir mon écoute. Encore ce matin, un chauffeur de taxi m'a raconté une histoire fabuleuse et hallucinante qui est arrivée à son oncle au Maroc. Je ne juge pas, je ne me pose pas en juge de l'histoire qui m'est racontée. Mais si après, je dois mettre ma casquette de journaliste et transmettre cette histoire, je dois quand même avoir un petit peu plus d'assurance que simplement un témoignage, sans aucune base. Et pour moi, la gendarmerie, l'armée de l'air apportent un crédit à des témoignages et les renforcent, surtout les études qui peuvent être faites grâce à ça après. Et on voit qu'en France, d'ailleurs, il y a des ufologues qui ont cherché à créer des bases pour leur travail, c'est-à-dire qu'ils disent sur leur site ou dans leur magazine, si vous voyez quelque chose, s'il vous plaît, regardez la position des étoiles, de la Lune, votre distance, essayez d'appréhender votre distance par rapport à l'objet, l'heure qu'il était, quel jour, le temps qu'il faisait, pour justement faciliter le travail.
Ça, c'est vrai, essayer d'obtenir le maximum d'informations, et d'être attentif à voilà, chaque chose qui peut se passer dans l'environnement, c'est primordial. Et alors, en plus d'aller faire leurs recherches ou de publier aller chez les gendarmes, vraiment. Faut les noyer sous les rapports et il va bien être obligé de faire quelque chose avec ça. Alors dans votre livre aussi, un peu après le début, vous avez donc travaillé sur la vie, vous avez expliqué la vie, ou en tout cas vous avez mis en avant les différentes hypothèses concernant la vie pour après les décortiquer et dire pourquoi est-ce qu'on reste sur ces idées-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas changer totalement de point de vue, d'horizon, les choses avancent, nous aussi, ce qui n'était pas vrai hier est vrai aujourd'hui, et pourra être faux demain. Les choses avancent, les choses évoluent. Il y a aussi notre vision qui change et qui évolue. Vous avez travaillé sur la perception d'événements extraordinaires par l'être humain. Oui, il y a une histoire qui est bien connue, qui est rapportée sous différentes scènes. Celle que je rapporte dans le bouquin concerne l'arrivée de Cortés dans le golfe du Mexique, au XVIe siècle, avec les émissaires de l'empereur aztèque de l'époque, Moctezuma, qui sont témoins de l'arrivée. Et ces émissaires de l'empereur aztèque ne voient pas les navires. Il y a plusieurs navires de la flotte de Cortés qui sont amarrés dans la baie de Mexico. Les émissaires voient des barques, voient des hommes avec tout leur équipement, leur armure descendre sur ces barques, mais ils les voient descendre de montagnes qui sont en train d'avancer sur la mer. Et cette description m'a beaucoup frappé parce qu'on la retrouve dans d'autres cas. Il y a une histoire de papou qui voit pas un avion, enfin des choses comme ça. Et je me suis intéressé du coup à ce que l'on voit quand on regarde quelque chose. Est-ce que la réalité est ce qu'on voit? Enfin, la physique remet en question toute notre conception de la matière, de la réalité, des interconnexions entre les choses. Et c'est vrai que même si aujourd'hui on a des outils scientifiques qui sont assez élaborés pour nous dire ce que c'est que la réalité, on place encore nos perceptions visuelles, sensorielles, comme une espèce de garant voilà, si on le voit, si on le sent, c'est que c'est vrai, c'est que c'est là. Donc, très concrètement, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? Quand je vous regarde maintenant, quand je regarde une caméra, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vois une caméra? Est-ce que ce que je vois est là? Et là, ça se complique beaucoup, parce que l'univers qui nous entoure envoie en fait, je ne veux pas rentrer dans tout le mécanisme que je décrypte à fond dans le bouquin, notamment en utilisant l'exemple d'un aveugle qui est un professeur de théologie qui s'appelle John Hull, que j'ai découvert dans un film sur la cécité. Et ce John Hull a écrit plusieurs bouquins, notamment Un chemin vers la nuit, je crois. Les références sont dans le livre. C'est un type qui est devenu aveugle progressivement. Il a été totalement aveugle à l'âge de 45 ans. Donc il a une expérience de la vision. Et il y a une phrase dans un de ses livres qui m'a profondément marqué. Il a dit que il a oublié son propre visage, il a oublié la forme des choses, il a oublié l'espace, il a oublié les couleurs, il a tout oublié. Et au bout de quelques années, voilà, il sait même plus le visage qu'ont ses enfants. Et il conclut que l'action de voir est une action qui est autant faite par le cerveau que par les yeux. Mais faite par le cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que rien n'existe en dehors de nous et que le cerveau construit un monde, ou est-ce qu'il arrive quelque chose au cerveau? Et en fait, en travaillant dans le domaine de la neuroscience, je me suis aperçu qu'on ne savait pas. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi on voit des images. On ne sait pas comment ces images se créent dans le cerveau. On suit progressivement, assez facilement, le cheminement des photons à travers la rétine, à travers le nerf optique, le message électrochimique qui se passe et qui arrive jusque dans le cortex. Et puis là, il y a un gap qui dure quelques fractions de secondes, enfin un temps microscopique. Et puis là, il y a une image qui apparaît dans le cortex, sans qu'on sache absolument comment cette image est apparue. En faisant un certain nombre d'expériences, dont certaines sont détaillées dans le bouquin, on s'aperçoit que l'image apparaît presque pour moitié entre des influx visuels qui arrivent de l'extérieur et pour moitié de la mémoire qu'on a des choses. C'est-à-dire que si je vois un chat, par exemple, je vais voir le chat parce que je sais ce que c'est qu'un chat, parce que j'en ai déjà vu, parce que je vis dans un monde dans lequel il y a des chats. Donc, moi, je me pose la question de savoir, quand quelque chose n'est pas de notre monde, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est là où je cite l'histoire de Cortés et de ces collines qui avancent sur la mer. Et ça, je l'illustre par un cas qui m'a vraiment marqué, qui est un des premiers cas que j'ai découvert, qui est, je crois, un des cas les plus célèbres en France, qui est le cas de l'Amarante. Ça s'est passé à Nancy en 1982.
un monsieur d'une 30aine d'années était en train de jardiner dans son petit jardin, dans son petit lopin de terre, au moment où il voit arriver une lumière dans le ciel, et la lumière change de trajectoire et descend sur lui, et lui arrive dans son jardin, devant lui. Et en fait, il s'agit d'un objet qui a une forme à peu près ovale, avec des bords plus anguleux, et cet objet va rester 20 minutes à 1 mètre au-dessus du sol en sustentation devant ce personnage qui au début est très effrayé. Enfin, je raconte tout le processus parce que justement, voilà, très bon exemple. Ce monsieur, ça lui arrive à midi. Après en avoir parlé avec sa femme, il s'est dit il faut qu'on aille à la gendarmerie, il faut qu'on aille raconter ça. Il file à la gendarmerie. Il est tellement secoué que les gendarmes voient bien qu'il s'est passé quelque chose, prennent sa déposition en long et en large. Sa déposition part par téléx au GEPAN et 7 jours après, il y a les enquêteurs du GEPAN qui sont à Nancy et qui sont à même de mener une enquête vraiment à chaud. Donc ça, c'est un des cas exemplaires parce que voilà, il y a eu une suite d'événements qui ont permis justement ça. Sans entrer dans le détail que je raconte vraiment en long et en large dans le bouquin, il y a un aspect qui m'a vraiment frappé, qui est dans le procès verbal que je cite in extenso dans le livre, c'est que ce type, qui est scientifique de formation, est incapable de décrire le dessus de l'appareil, de la chose qu'il a en face de lui. Il arrive à trouver un métal pour décrire, pour comparer le dessous de cette chose, de cet appareil qui fait à peu près 1,50 m de large, mais il n'arrive pas à décrire le dessus. C'est-à-dire, vous vous imaginez, vous trouvez face à quelque chose et être incapable de les décrire, c'est-à-dire incapable de trouver des correspondances, des images, quelque chose qui ressemblerait, une sensation, une odeur, une couleur. Il peut pas. Ils trouvent, ils disent, on dirait un lagon, on dirait un... On dit, mais de quoi il parle? Et là, je me dis, là, il y a quelque chose qui, à mon avis, un des points fondamentaux de ce phénomène. C'est que on est en face de quelque chose qui vient d'un autre monde. Faut appeler les choses par leur nom. C'est les témoignages de pilotes, les témoignages qui sont collectés à travers le monde entier nous montrent que c'est pas quelque chose d'aléatoire, que c'est quelque chose qui a un comportement intelligent. Je crois que c'est vraiment le mot qui ressort de l'ensemble de la terminologie du phénomène OVNI. On ne sait pas si c'est des objets, on ne sait pas ce que c'est, mais enfin on sait que c'est intelligent, que ça interagit avec nous. Les pilotes ont été suivis. Les pilotes dont je cite 2 témoignages en longueur aussi, qui sont des pilotes de l'armée française qui ont été suivis par des objets, ont été observés. Ils ont observé un comportement tactique par des objets sur eux. C'est des gens qui ont, pour un, notamment été pilote de chasse et bombardement, donc il avait l'habilitation à avoir l'arme nucléaire sous ses ailes. C'est pas un rigolo. Il sait si c'est un missile qui lui arrive dessus, il sait si c'est un autre avion qui vient au contact. Il sait ce à quoi il peut être confronté en plein ciel. Et là, 25 ans après les faits, il en tremble encore quand il me le raconte. Il s'agit du colonel Giraud, qui m'a confié l'ensemble de ce qui lui est arrivé dans le nord de la France en 1977. Voilà, donc ils savent que c'est pas quelque chose de fabrication humaine, parce que des appareils secrets, ça peut tenir quelques années le secret, mais 30 ans après, un appareil secret, il est plus secret, on s'en sert sur un terrain. Or, on ne peut observer aujourd'hui toujours pas les performances de vol qui ont été observées à l'époque. Donc voilà, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui n'est pas de notre univers. Je crois que c'est des conclusions auxquelles on peut arriver assez rapidement. Alors, cette question d'acceptation visuelle de la chose, de mise en condition, de par une information plus importante, on n'en sait plus sur le sujet, donc on est capable d'observer. Cela pose aussi des problèmes à ceux qui enquêtent encore aujourd'hui sur les abductions. Ça a provoqué la même chose dans le sens inverse. C'est que beaucoup de personnes, et ça donne encore plus de travail, estiment avoir été témoins de telle ou telle chose parce que ces histoires, ces aventures ou ces faits sont rentrés dans les mœurs. Oui, là on touche un sujet... C'est plus compliqué qu'auparavant parce que ce ne sont plus des personnes qui n'auraient jamais pu en entendre parler, mais de par les médias encore plus présents, de par cette information de plus en plus rapide, on sait. Moi, si vous voulez, je me suis attaché à essayer de mettre en avant les spécificités et les cohérences entre les témoignages, plutôt que d'aller explorer les différentes histoires dans leurs détails. Et en ce sens, le travail de John Mack me paraissait vraiment important parce que lui, il s'est posé en tant que psychiatre. Ces gens-là racontent une histoire de fous. Est-ce qu'ils sont fous? Oui, non. Ça, on est en mesure de le faire aujourd'hui. On a des gens de l'expérience de John Mack avec 40 ans d'expertise psychiatrique sont capables de poser un diagnostic. Moi, on peut avoir quelqu'un qui vient nous raconter une histoire abracadabrante. On peut se laisser berner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures.
Moi, j'ai l'expérience de faire des enquêtes et des investigations. Je vais sentir le loup au bout d'un moment. Je vais sentir quelque chose. John Mack, c'est 40 ans d'expertise médicale, donc il y va de la santé des gens. Je dirais, il a une légitimité bien supérieure encore. Donc, lui a mis en avant que voilà, ces gens-là n'étaient pas psychotiques, n'étaient pas névrotiques, n'avaient aucune pathologie connue aujourd'hui. En plus de ça, ils étaient traumatisés, enfin pour une grande partie des expérienceurs qu'ils voyaient en tant que patients, d'un traumatisme qui, encore une fois, peut pas être simulé. Vous pouvez pas simuler un syndrome de stress post-traumatique. Vous pouvez raconter un bobard, mais si on vous met des capteurs sur le corps, ça va être très dur de générer les réactions physiologiques d'un trauma. Et puis de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et puis de le faire comme ça d'une façon cohérente, en fournissant un certain nombre de détails qui sont similaires avec tous les autres détails qui ont été fournis par d'autres expérienceurs. Donc là, on arrive dans un système extrêmement complexe voilà, un phénomène extrêmement complexe qui ne peut pas recevoir d'explication conventionnelle de la part d'un médecin mental. Et nous allons dans quelques instants maintenant définir quelques cas traités par John Mack. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, notre invité est Stéphane Alix, et vous écoutez l'émission La Vague d'OVNI. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, notre invité est aujourd'hui Stéphane Alix pour cette émission de La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Stéphane Alix qui vient donc nous parler de son livre aux éditions Albin Michel, Extraterrestre, l'enquête. Alors après cette finalement longue introduction à ce qui va arriver maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans ce qui vous passionne le plus, Stéphane Alix, c'est l'humain. On va laisser de côté le physique, le tollé-boulon, laisser de côté tout cela et rentrer dans l'humain, dans sa perception des choses et dans les études qui ont été menées sur lui. Oui, et j'ai envie de citer un exemple qu'on m'avait donné à un moment. Vous savez, si je reviens aux gendarmes, vous allez croire que mon père est gendarme, c'est absolument pas le cas. Je commence à avoir des doutes, effectivement. Non. Non, il y avait un cas qui m'avait marqué pendant la vague belge, donc qui a vu des milliers de témoins en Belgique dans les années 90 voir des objets gigantesques survoler le territoire. Un des premiers cas, je crois, en décembre 89, a été rapporté par 2 gendarmes dans la région de Eupen, dans l'est de la Belgique. Ce que je trouve cocasse, c'est que ces 2 gendarmes verraient un homme en assassiner un autre. Leur témoignage conduirait la personne à être inculpée à vie pour meurtre sans l'ombre d'un doute. Ces 2 gendarmes voient un objet de la tête d'un terrain de football avancer sans bruit avec 3 phares gigantesques au-dessus du pays. Et tout d'un coup, ça devient des rigolos. Ça met sérieusement en doute notre confiance en l'homme, notre confiance en ce que nous sommes nous-mêmes. Et ça, je dirais que avec l'éclairage du travail de John Mack, qui est encore une fois un psychiatre, donc qui travaille sur l'humain, qui travaille sur le témoignage, les histoires, les expériences des gens, j'ai trouvé cette approche-là beaucoup plus convaincante, à mon sens, en tant que journaliste, et beaucoup plus troublante que les preuves tangibles que le milieu ufologique présente sur le phénomène depuis longtemps et qui, pour des raisons qui m'échappent, ne réussissent pas à convaincre le grand public. Donc je me suis dit, si le sujet est consistant, et il l'est, il serait peut-être judicieux de le présenter d'une autre façon. Ou peut-être que justement, la preuve que l'on attend est une illusion. Et c'est ce que John Mack a voulu faire et a fait, à mon avis, avec grand succès. Alors la démarche de John Mack. La démarche, c'est d'écouter les gens. Et vous savez, le propre d'un psychiatre au début, c'est d'écouter quelqu'un. Et le fait que ce que raconte son patient soit vrai ou pas n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi il raconte ça. Donc John se place en tant que psychiatre et écoute des enlevés et écoute des gens qui vivent ces expériences. Il s'aperçoit déjà de l'émotion. Je crois que c'est un terme qui revient énormément dans son travail. J'ai beaucoup mis l'accent là-dessus. J'ai travaillé notamment sur ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique, qui est un syndrome physiologique constatable qui est déclenché par des expériences traumatisantes qu'on peut avoir, les gens qui sont victimes d'un attentat, les viols, les expériences de guerre, etc. Et c'est un syndrome qu'on retrouve chez les enlevés. Et je commence d'ailleurs la présentation du travail de John Mack dans le livre
sur un exposé qu'il a fait à Harvard devant des étudiants en neurobiologie avec un monsieur qui s'appelle Richard McNally, qui est le rationaliste de l'affaire, qui lui explique les enlèvements par un syndrome de paralysie du sommeil. On y reviendra, enfin c'est un peu compliqué, mais je mets en avant le débat, et notamment la démarche assez malhonnête de McNally. J'explique ça dans le bouquin. Enfin, excusez-moi, je pars dans plein de directions. Je reviens au travail de John. Lui écoute, voit l'émotion de ces gens. Très concrètement, les gens appellent le centre qu'il a à Harvard, enfin appelaient, parce que le centre n'existe plus aujourd'hui malheureusement, et sont filtrés. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de thérapeutes qui sont là et qui écoutent les gens, essayent de voir ce que ces gens racontent, dans quoi ça s'inscrit, on pose des questions sur leur famille, sur leur entourage. Enfin, on essaie de faire un portrait, un diagnostic psychologique très rapide de la personne. Et si on pressent qu'il y a un problème psychologique, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une véritable histoire d'enlèvement aussi, mais s'il y a en plus un problème pathologique quelconque, une psychose, une névrose, une schizophrénie, là, l'équipe de John essayait de basculer ces gens-là sur des thérapeutes, parce que ce sont essentiellement quand même des gens qui ont besoin d'aide. Et le travail de John, lui, c'est de se concentrer justement sur les gens qui n'ont aucune faille dans leur profil psychologique. Quand c'est le cas, ils les reçoivent 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est des séances de travail qui impliquent une séance traditionnelle de psychiatre, donc avec un divan. John écoute. Ça peut faire intervenir des processus d'hypnose légère, de relaxation, qui sont vraiment très légers. On reste parfaitement conscient pendant le truc. C'est juste un moment de détente un peu forte qui nous permet d'accéder à des souvenirs qui seraient un petit peu sous le voile. Mais un grand nombre de patients de John Mack, et notamment pour l'ensemble quasiment des témoignages dans le bouquin, il y en a 1 ou 2, je crois, qui ont été remémorés sous hypnose légère, mais la plupart des témoignages que je cite dans le livre sont des témoignages qui sont revenus de façon spontanée. Donc voilà, ces témoignages ressortent, le détail des expériences ou du début des expériences. Ce qui est intéressant, c'est de constater que les souvenirs sont très parcellaires en fait. Il y a un des enlevés qui a à peu près mon âge, qui a 38 ans, qui s'appelle Randy, qui est un New-Yorkais, qui lui a des souvenirs conscients d'expériences depuis la petite enfance. Lui a des bribes, c'est-à-dire qu'il se souvient de l'apparition de lumière dans sa chambre, et puis il a des sensations très très bizarres, et puis d'un coup il perd connaissance, et il se réveille, il reprend conscience quelques fractions de secondes, il voit des entités, et puis il repère connaissance. Et lui, mais d'autres m'ont dit que c'est peut-être une manière de protection, c'est peut-être que ce que John Mack appelait le choc ontologique, c'est-à-dire le trauma énorme qui est généré par ces expériences, est d'une certaine manière étouffé par les entités ou l'intelligence qui procède à ces expériences, pour pas que leurs gens les claquent dans les mains, quoi. Enfin, c'est ce que dit Randy, c'est ce que dit Will, qui sont les jeunes expérienceurs dans le bouquin. Donc voilà, John constate ça, et je l'ai vu interviewer des gens. J'ai vu notamment la façon dont il procédait à des interrogatoires. C'est une écoute fabuleuse. Il ne pose pas de questions, il ne dirige pas le truc. Quand il sent qu'il y a quelque chose de cohérent et d'important qui est en train de surgir, il met la plus grande prudence à laisser surgir cette chose-là sans donner aucune indication pour inciter la personne à aller encore plus loin. Enfin, c'est vraiment un travail de professionnel. C'est pour ça que moi je m'y essaie pas, par exemple. Je me suis appuyé dans le livre uniquement sur les témoignages et le travail de John Mack. J'ai été confronté à beaucoup d'enlevés et de personnes qui sont venues me voir, notamment en France, parce que le cas concerne vraiment le monde entier. Mais j'ai choisi de privilégier vraiment les cas étudiés en long et en large, pour lesquels on a un diagnostic psychiatrique blindé, pour être sûr vraiment de pas donner lieu à n'importe quelle critique. C'est vraiment une enquête rigoureuse que j'ai voulu. Voilà, donc une fois qu'on a ça 1 fois, qu'on a ça 2 fois, qu'on a ça 10 fois, 100 fois, il y a un schéma d'ensemble qui se précise. Il y a des détails qui se retrouvent d'une personne à une autre. Donc John, mais comme d'autres thérapeutes, comme d'autres psychiatres, ont essayé de trouver un point commun entre ces choses-là. Est-ce que c'est une influence culturelle? Est-ce que c'est un type de population plus particulière? Est-ce que c'est une profession, un sexe? Enfin bon, ils ont essayé de trouver un schéma. Et ça, mais enfin John, quand je parle de John, son travail a été repris et validé par
un ensemble d'équipes de recherche dans la psychiatrie, psychanalyse, psychologie à travers les États-Unis et ailleurs. Donc c'est pas John tout seul dans son coin qui aurait découvert ça. C'est vraiment quelque chose qui est pour l'instant aujourd'hui totalement admis dans le domaine médical. J'en parlais même à des psychiatres très célèbres en France qui connaissent parfaitement son travail et qui reconnaissent la validité de son diagnostic. Donc, et on a quand même essayé de lui faire perdre son poste. On a essayé de le virer. Oui, on l'a pas attaqué sur le fond de l'affaire, on l'a attaqué sur des points de sa méthodologie justement, on l'a accusé de mettre en danger ses patients c'était la seule porte d'entrée. C'est le doyen d'Harvard qui a demandé à 94 à un comité d'éthique d'évaluer la validité de ses recherches. Oui, et la personne qui a été en charge de diriger ce comité d'éthique était un spécialiste du genou, ce qui illustre bien la cohérence du sujet. Mais John a été extrêmement soutenu par beaucoup de scientifiques à Harvard à cette époque-là, et il a gagné. Il y a eu 14 mois d'attaques, de coups bas, mais il était inattaquable. On peut attaquer les gens qui commencent à partir en toutes les directions, à interpréter le phénomène tel qu'on voudrait le voir, mais son travail est un travail de médecin qui ne peut pas prêter lieu à aucune attaque. Il n'a pas émis d'hypothèse farfelue. Il a donné la parole à des expérienceurs en validant, et c'est moi ce qui m'a subjugué, c'est que il m'a permis d'accéder à des gens en qui je pouvais avoir confiance. C'est-à-dire le sentiment, l'intuition que je peux avoir moi quand je discute avec des gens était renforcé par son diagnostic. Je savais que j'avais pas des fous en face de moi. Et certains des expérienceurs qui sont dans le livre, je pense à Will, à Randy, à Karine, à Sue, sont des gens que je connais maintenant depuis des années, avec qui j'ai vraiment un lien d'amitié qui s'est forgé, et c'est stupéfiant d'entendre ces gens-là me raconter leurs histoires en sachant qu'ils l'ont vraiment vécu. Et c'est ça que j'ai essayé de faire partager dans ce livre. C'est plutôt que d'aller expliquer en long et en large un phénomène que, en fait, très honnêtement, personne ne peut vraiment expliquer. J'ai donné la parole à des gens en expliquant que ces gens-là disent quelque chose qui leur est réellement arrivé. Est-ce que vous pourriez justement nous citer un ou deux cas, ou peut-être le cas qui vous a le plus marqué et le travail effectué par John Mack sur cette personne? Le cas qui m'aurait le plus marqué... Un des cas qui vous a le plus marqué. Je crois que le premier expérienceur que j'ai rencontré, c'est une jeune fille qui s'appelle Karine, qui a 36 ans, qui a travaillé avec John depuis 96, il me semble. Enfin, je confonds un peu toutes les époques, mais c'est pas ça l'important. Ce qui est intéressant, c'est que Karine n'a jamais eu besoin tous ses souvenirs sont des souvenirs conscients. Et c'est une fille qui est une fille au départ qui a extrêmement les pieds sur terre, qui est barman, qui est une battante, qui a pas une enfance très facile, un papa qui est pas là, elle vit seule avec sa maman. Enfin, c'est une enfance, adolescence assez difficile, et à partir de la fin de l'adolescence, elle commence à avoir des expériences bizarres, des cauchemars, des choses qui lui arrivent la nuit, où elle sent qu'il se passe autre chose que des rêves, mais elle comprend pas. Elle est totalement perdue, et son copain va pas l'aider parce que il a l'impression de voir sa copine devenir folle, et Karine a l'impression de devenir vraiment folle elle aussi. Donc là encore une fois, je donne vraiment la parole à ces expérienceurs, et Karine a plusieurs chapitres dans le bouquin. J'explique vraiment son cheminement. Tout ça va se conclure par une nuit terrifiante qu'elle m'a racontée lors de notre première rencontre il y a 3 ans de ça, où elle va se retrouver avec une entité à cheval sur elle, en train d'avancer sur son lit, en ayant sauté sur le pied du lit, alors qu'elle est dans son lit. Elle se réveille en pleine nuit, elle est paralysée, elle peut pas bouger. Son copain à côté peut pas bouger. Elle sent quelque chose lui gratter la tête, et elle sait qu'il n'y a pas d'espace suffisamment entre la tête de lit et le mur pour que quelque chose soit derrière le lit. Pourtant, il y a quelque chose qui lui gratte la tête. Et elle a les yeux fermés, elle est dans le noir, elle est paralysée, elle sent une espèce de courant électrique lui parcourir le corps, et elle sent quelque chose sauter sur le pied de son lit. Quelque chose de lourd, comme un chat, mais c'est pas un chat, elle a pas de chat, et un peu plus lourd. Et puis cette chose avance, elle sent quelque chose enfoncer la couette de part et d'autre de son corps, jusqu'à ce que cette chose arrive au-dessus de son visage. Suite dans le bouquin. Non, je rigole, mais
Et quand elle m'a raconté ça, c'était une émotion qu'elle revivait pleinement. C'était mais la terreur absolue. Et je me retrouve moi face à cette Karine. Il est 2h du matin. Elle me raconte ça. Je sais, pour en avoir parlé avec John longuement, qu'elle est pas folle, qu'elle m'invente pas cette histoire, qu'elle est traumatisée. Donc voilà. Je suis journaliste, je suis cartésien, je suis rigoureux, mais je me retrouve face à ces gens-là et je n'ai pas d'autre solution que d'entendre cette expérience et de savoir qu'elle correspond à quelque chose qui s'est réellement passé. Et donc, pour terminer, parce que j'ai dit... Vous n'allez pas nous laisser comme ça avec Karine. Non, la chose stupéfiante, c'est qu'elle respire très violemment. Elle est au bord de l'évanouissement. Enfin, elle s'évanouit de temps en temps et puis elle reprend connaissance. Et ce qui lui vient à l'esprit, c'est zut, je vais pas sentir bon de la bouche, parce qu'elle sent qu'elle a quelque chose devant son visage, juste devant elle. Et au moment où elle a formulé cette pensée, il y a une espèce de pensée qui lui arrive dans la tête, comme ça. Elle me le décrit quelque chose comme une énergie qui lui arrive dans le crâne, et elle pense tout va bien, t'inquiète pas, tout va bien. Comme si on lui disait t'inquiète pas, ouvre les yeux. Et là, elle ouvre les yeux. Et elle voit à 20 cm au-dessus de sa tête les petits bonhommes qui sont décrits assez communément maintenant, qu'on appelle les petits gris, une très grosse tête, des yeux très noirs qu'elle peut pas regarder en face parce que c'est comme une espèce d'encre, un truc vivant assez désagréable. Et là, on suit une expérience dont elle garde des fragments de souvenirs, mais elle m'a dit cette expérience-là était réelle comme notre discussion est réelle maintenant. Et moi, j'en étais vraiment à mes premières semaines de découverte. Donc, même si j'avais aucune porte de sortie, je me dis, mais c'est pas possible, c'est impossible, ce truc-là. Je lui dis, mais Karine, comment est-ce que tu peux me dire que ça t'est réellement arrivé? Elle m'a attrapé le bras, elle m'a pincé, elle dit, comment est-ce que tu sais que je viens de te pincer, là? Ça m'est arrivé comme ça, c'est aussi réel que ça, c'était électrique, mon corps entier était impliqué là-dedans. Et ça, je le retrouve avec Randy, je le retrouve avec plein d'autres enlevés qui me disent que leur corps entier est impliqué dedans, qu'il n'y a pas l'once d'un doute que ça leur soit arrivé en rêve ou d'une façon un peu spirituelle, je ne sais quoi. C'est réel dans notre univers, dans notre monde. Après, les choses changent. Après, ils disent passer à travers les fenêtres, passer à travers les murs, leur enveloppe physique a l'air de changer. Mais le début de l'expérience est concrète comme un mur de béton. Et ça, c'est impossible à avaler, et pourtant, on n'a pas le choix, enfin, devant ces témoignages, devant le travail de John, que d'accepter cette partie de réalité. Sue, par exemple, qui est une mère de famille aussi, qui m'a beaucoup impressionné, parce que elle vit aussi des expériences, et ses 2 enfants sont concernés, Danny et Jack, qui ont respectivement 27 et 30 ans. Elles vivent ça depuis l'enfance, elle les a vus, elle a vécu des expériences avec eux, son mari avait été témoin de tout ça, enfin, l'histoire est très longue et là aussi je la raconte et dans le film et dans le bouquin en détail. Et Sue m'a raconté une de ses expériences les plus fortes qu'elle a vécues en 90, où elle a été enlevée, enfin elle a vécu une expérience avec ses 2 enfants. Elle s'est levée et elle me dit que je suis chez moi, je suis dans mon couloir, je sais que tel bibelot est sur le mur, je sais que la couleur de mon tapis est rouge, je suis chez moi, il y a pas un détail qui n'est pas chez moi. Et puis bon là, elle descend l'escalier, elle arrive dans la cuisine, elle trouve ses 2 fils paralysés en train de voler en l'air, et puis là une expérience part. Enfin c'est très très impressionnant. Petite chose que je voulais évoquer, qui me vient en parlant de Sue, son fils Danny, qui a aujourd'hui donc 30 ans, 6 semaines après cette expérience d'enlèvement qu'ils ont vécu tous les 3, où lui était totalement terrorisé, a développé une méningite bactériospinale. Il est à l'hôpital depuis donc maintenant 16 ans, paralysé. Il y a que la tête qui est mobile. L'ensemble de son corps est paralysé. Il y a des mieux, ça dépend des périodes. Et je suis allé interviewer Danny dans sa chambre d'hôpital. Il est parfaitement conscient, très 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 mûr et très 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 mature sur ses expériences. Il a quelques souvenirs d'expériences concrètes, et notamment une qui lui est arrivée alors qu'il était déjà hospitalisé. Il avait 17 ans, où il a vu une espèce de brouillard dans sa chambre d'hôpital, et des êtres sortir de ce brouillard. Puis après, les choses deviennent très floues et l'expérience continue.
Et j'ai demandé à Denis, mais comment est-ce que tu peux être sûr que tu rêvais pas? Et il me dit, c'est très simple. Quand je rêve, je marche. Quand je rêve, j'ai toujours 12 ans. Et il me dit encore aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, quand je rêve, j'ai 12 ans et je marche, je nage, je fais plein de choses. Pendant ces expériences, je suis paralysé et j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça m'a pas mal secoué, ça aussi. Avec la formation que vous avez dont nous parlions en début d'émission, votre passé en tant que grand reporter, journaliste, dans des cas vraiment extrêmes, le fait d'arriver à ces conclusions, pour revenir à John Mack quelques instants, voilà, le fait est que après une certaine analyse, une étude sur la personne, il semblerait que ce soit vrai, avéré, et que ce ne soit surtout pas du fantasme. Comment est-ce qu'on fait pour en rester là? Est-ce que vous avez pris certains cas, vous avez essayé de les pousser, je ne sais pas, avec des méthodes d'investigation plus classiques, en allant voir le voisinage, s'il y avait un événement répertorié dans cette histoire qui aurait pu être repéré de l'extérieur, etc., etc. Est-ce que vous-même vous avez avancé avec vos méthodes de travail sur Moi, vous savez, ma méthode de travail principale, c'est aussi l'humain. On est dans un domaine où on peut vérifier un certain nombre de cas, de détails que j'ai fait, bien sûr, qui sont détaillés encore une fois dans le bouquin. Mais on arrive à un moment où on a deux options. Et ça, en tant que journaliste, c'est vrai que dans les traitements télévisuels autour du sujet, on arrive souvent à ce problème-là. On essaie de chercher ce qui va pas. Et en fait, on arrive à faire un film ou un documentaire ou une émission qui va être consacrée pendant 1 heure à expliquer pourquoi c'est pas possible. Or, moi, en ayant, d'une part, en premier, compris qu'on avait aujourd'hui un bagage scientifique qui remet en question tout ce que pensent les gens dans la rue. Il s'agit pas là de spiritualité, de démarche personnelle, de croyance ou de quoi que ce soit. Les exoplanètes, la première a été découverte en 95, on en a découvert de façon exponentielle depuis. On a une cosmologie, enfin on a aujourd'hui un univers scientifique qui a atteint une frontière, chose qui est reconnue par tout le monde scientifique, parfois avec réticence, mais parfois avec beaucoup plus d'ouverture. Donc voilà, on a un champ de possibles qui est considérablement plus ouvert qu'il ne l'était il y a 20 ans, 30 ans. Ça est acquis. Je passe après ça plus de 6 mois à enquêter à fond sur le phénomène des ovnis, à rencontrer des témoins, à voir ce qui est fait au GEPAN, à voir quelle a été l'attitude de la France, comment ça se passe dans l'armée, comment ça se passe avec les autorités. Je m'aperçois que je sais absolument pas de quoi il s'agit, mais je sais qu'il s'agit de quelque chose de sérieux qui demande à être étudié et qui est manifestement pas d'une origine terrestre. C'est pas des envoyés secrets, c'est pas ces trucs-là. C'est quelque chose d'intelligent, d'interactif qui vient de l'extérieur. Ça étant donné, j'arrive devant des enlevés où moi, je me souviens même très, très, très fortement de mon attitude après quelques mois d'études. Je me disais, mais Guérin, tous ces gens-là parlent d'une intelligence. Je me dis, mais il y a quoi dans ces boîtes? Il y a quoi dans ces phénomènes aérospatiaux lumineux? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est aux commandes? Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent quelque chose. Même si la réponse à cette question est impossible à avoir, il y a quelque chose derrière, il faut aller plus loin. Et c'est là que je suis tombé sur le phénomène des abductions, qui a beaucoup de parts de mystère, mais qui parfois est associé dans un certain nombre de cas, est associé aussi à des observations d'OVNI, donc on peut faire quand même le lien de cette manière-là. Et donc voilà, j'arrive devant Karine, j'arrive devant Randy, j'arrive devant Will, avec ce bagage déjà. C'est pour ça que j'ai suivi cette progression dans le bouquin. Je commence pas tout de suite par les enlever, mais je commence progressivement, science, OVNI, etc. Et là, j'ai plus besoin d'aller demander à Karine de se déshabiller pour me montrer ses cicatrices, ou d'aller lui demander de me prouver que l'implant qu'elle avait dans le crâne, c'était effectivement un implant d'origine extraterrestre. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas que je refuse d'observer ces preuves, c'est que si je continue à jouer ce jeu-là, je vais dans le mur. Parce que je pense que ce phénomène ne peut pas être prouvé avec les outils qu'on a à l'heure actuelle aujourd'hui. On peut réunir un faisceau de conjonction, un faisceau de preuves secondaires ce que j'ai fait dans le bouquin, enfin je l'espère, qui permettent de montrer la consistance du sujet, mais on peut pas prouver que ça existe. Au même titre que, vous savez, je cite cet exemple aussi des météorites dans le bouquin. Vous savez qu'autrefois les paysans trouvaient des pierres taillées dans les champs. C'était des pierres taillées, des pierres taillées préhistoriques. La croyance populaire disait que ces pierres taillées venaient de la foudre. Donc les scientifiques disaient, mais attendez, les paysans sont parfaitement idiots, les pierres taillées, ça vient pas de la foudre, on sait que les pierres tombent pas du ciel. Du coup, ça touchait les météorites. Donc quand des paysans ou des
peu importe, des témoins voyaient des météorites tomber du ciel, ils se trompaient forcément. Et je cite un cas dans le bouquin qui est très rigolo, où il y a une météorite importante qui tombe, qui est aujourd'hui répertoriée, qui est classée comme une météorite dans un champ, et qu'on confie à Lavoisier pour prouver qu'il ne s'agit pas d'une pierre qui est tombée du ciel. Alors il la casse, il la réduit en bouillie, et il prouve qu'effectivement, selon les convenances de l'époque, cette pierre est évidemment pas tombée du ciel. Donc, on peut prouver tout et son contraire suivant la façon dont on va l'aborder. Je pense qu'il y a des éléments très concrets et très solides dans le phénomène OVNI, en France comme ailleurs, qui pourraient servir de preuve s'il s'agissait d'un autre sujet. Mais je suis forcé de constater en tant que journaliste que ces preuves n'ont pas atteint le seuil critique, comme dit François Parmentier, qui permet de faire basculer le phénomène dans la réalité. Donc il y a un problème, soit un problème d'étude du phénomène, soit un problème de secret de conspiration, chose que j'aborde avec beaucoup de prudence, même si je pense qu'effectivement il doit s'en passer de belles outre-Atlantique, mais ça explique pas tout. Donc plutôt que de faire ce que d'autres ont fait avec, encore une fois, beaucoup mieux que moi, je pense à Richard Nolan par exemple qui fait une historique fabuleuse du phénomène, ou à d'autres qui ont expliqué le phénomène et notamment son aspect matériel avec beaucoup plus de profondeur, je me suis dit, mais j'ai voulu explorer le pourquoi de ce refus intellectuel de considérer le sérieux du sujet. Alors pour rester dans cette parenthèse qui est ouverte sur la médiatisation du sujet, on peut aussi imaginer que beaucoup de journalistes y sont intéressés, mais qu'il y a toujours un décideur qui dit à un moment on diffuse ou on ne diffuse pas, on imprime ou on n'imprime pas, et que c'est peut-être là que s'arrête justement le sujet, et que en ce moment, en tout cas depuis quelques années, il est plus présent grâce à des médias comme Internet, où on peut se permettre de dévoiler. Alors évidemment, il y a des dangers avec Internet, on le sait tous, mais il y a aussi des journalistes qui se permettent de dévoiler leurs informations sans passer par un directeur de publication, sans passer par quelqu'un qui va leur dire ça tu peux le sortir, ça tu ne peux pas le sortir. Il y a beaucoup de journalistes qui font ça actuellement. Écoutez, moi je suis très partagé sur cette idée parce que je suis journaliste depuis 18 ans. J'ai une bonne expérience de la presse tant télévisuelle qu'écrite en France. J'ai publié plusieurs bouquins, j'ai publié des enquêtes aussi bien dans les hebdomadaires que dans le Monde, enfin un peu partout. Je suis très partagé. Je saurais pas quoi vous dire. J'ai jamais été censuré sur ce sujet. Le fait que mon travail précédemment sur l'Afghanistan, sur la drogue, est connu d'un certain nombre de rédacteurs, fait qu'on me prête une oreille très attentive sur ce phénomène. J'ai publié des articles, je pense à VSD, il y a un article qui a été paru aussi dans le Figaro sur mon film, sans qu'il y ait une once de rigolade dedans. Donc j'ai eu plus de problèmes en télévision, paradoxalement. Mais je veux pas, enfin j'essaie de je pense que c'est un problème d'accès aux sources d'informations fiables, et je pense que c'est un problème de présentation des sources d'informations. Vous nous dites que on connaît vos compétences en tant que reporter, de par les différents reportages que vous avez fait, en tout cas les chefs des différentes chaînes ou des rédactions des chaînes savent que vous avez fait un boulot sérieux auparavant sur d'autres sujets. Vous dites aussi que de par votre expérience, vous savez quand on vous ment ou non, et vous savez quelles sont les recherches portées à aboutissement, et ce sont celles de John Mack. Donc logiquement, si je vous ai bien entendu, si vous allez avec ça le présenter à une chaîne de télévision, vous faites une émission. Je n'en ai pas vu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas nier qu'il y ait des craintes très fortes dans le monde médiatique en France, mais je les ai rencontrées sur d'autres sujets. Donc, si vous voulez, je veux pas porter l'attention uniquement sur le phénomène OVNI qui serait ostracisé en France pour des raisons X ou Y. J'ai eu exactement le même problème sur des questions de terrorisme avec des sujets de reportage que je proposais sur l'Afghanistan et sur la question de la présence de Bin Laden en Afghanistan en 1998, où on me répondait pas à mes projets. Donc ces difficultés à présenter un travail cohérent d'enquête, quelle que soit la réputation qu'on puisse avoir, je les rencontre quel que soit le sujet. C'est plus important avec le phénomène OVNI, pardon, bien évidemment. Mais je veux pas être mal compris, si vous voulez. Je veux pas dire qu'il y a une volonté affichée de ne pas traiter de ce sujet. Je pense que
Et j'espère que mon livre va y aider, parce que j'espère que ce livre va pouvoir aujourd'hui se transformer en une émission de télévision. Maintenant qu'il existe, maintenant que l'argument est étalé sur 300 pages, c'est plus facile à saisir pour des décideurs, notamment dans des rédactions, que simplement un petit argumentaire de 2 pages. Peut-être que l'avenir me trompera, mais je pense que... Enfin, encore une fois, moi je suis quelqu'un d'assez optimiste et je ne peux pas croire, sinon je quitte cette planète, je ne peux pas croire qu'il n'est pas possible dans notre pays de faire une émission de grande écoute. Le projet existait avec France 2. Je peux le dire aujourd'hui. On devait faire une émission en prime time sur France 2 autour de John Mack. C'était très sensible, c'était très touchy parce que vous imaginez bien la teneur du sujet. C'était permis parce que justement John Mack était quelqu'un de extrêmement et éminemment respectable. C'est pour ça que le responsable de l'unité documentaire de l'époque, qui s'appelle Yves Janot, m'avait suivi sur ce coup, parce qu'il me connaissait sur d'autres sujets, notamment la drogue en Asie centrale. Donc quand je suis venu le voir avec ce projet, en fait c'est comme ça que le bouquin a commencé. C'est que je suis venu voir Yves Janot à France 2, et je lui ai dit voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça te dit, est-ce que tu me suis? Et il m'a dit ok, et on a travaillé. Et quand j'ai découvert l'existence de John Mack, donc 6 mois après le début de ce projet, il s'est dit ok, c'est sur lui qu'il faut qu'on tourne le truc. Donc vous voyez, on étudiait ça. Mais le problème d'Yves Janot, c'était pas d'avoir à convaincre une rédaction ou une direction qui allait lui mettre des bâtons dans les roues. C'est des problèmes éditoriaux sur des sujets sensibles qu'il rencontre. Comme tous les décideurs et tous les rédacteurs en chef de toutes les chaînes de télévision, on rencontre sur d'autres sujets. Je vais pas entrer dans les détails, mais vous ne croyez pas tout simplement j'ai un ami réalisateur dont les films sont coupés sans même qu'il soit prévenu sur une autre chaîne publique, tout simplement parce qu'il y a des gros mots dedans. C'est le fonctionnement de la télévision aujourd'hui. Elle est sensible sur plein de domaines, et sur un sujet comme ça, pour lequel le public est habitué à n'avoir que des âneries ou des âneries à la de Chavannes, ils sont extrêmement touchés, extrêmement réticents. C'est peut-être ça aussi. Ils veulent garder le côté folklorique des ovnis, le faire intervenir dans des émissions de débat sans forcément beaucoup d'informations, donner un côté sérieux et posé au phénomène ovni, ferait du phénomène ovni un sujet sérieux pour beaucoup de personnes qui jusque-là croyaient que c'était des illuminés qui voyaient ce genre d'objet. Je ne pense pas que les chaînes de télévision aient beaucoup à y gagner, parce que ça deviendrait une émission culturelle. Oui, mais qui décide de ça? Vous voyez bien que tous les programmes culturels ont aussi des problèmes pour trouver une antenne à la télévision. C'est pas seulement le phénomène des ovnis. Je crois vraiment que ça participe simplement de la frilosité du paysage télévisuel français, poussé à l'extrême, parce que c'est un sujet extrême. Mais comme peuvent l'être d'autres questions. Et c'est vrai que là, moi j'ai une expérience en tant que réalisateur. J'ai fait des films sur d'autres sujets et je sais très bien quels sont les problèmes, les heurts, les insupportables discussions qu'on doit avoir. Il est tard, je peux dire des grossièretés, les enculages de mouches indéfinis pour arriver à vendre des sujets qui sont bien moins polémiques que celui-là. Donc, il est légitime que sur celui-là, les décideurs, les gens soient très très embarrassés de la façon dont on va l'aborder. Comment est-ce qu'on va toucher ça? Au même titre que, dans des questions de société qui sont encore plus fondamentales enfin, est-ce que ça peut être plus fondamental que ça? Je sais pas, mais qui sont d'une égale importance, qui sont des questions qui engagent notre vie citoyenne, qui engagent notre santé alimentaire, qui engagent notre organisation politique. On a les mêmes blocages. On a les mêmes blocages parce qu'on vit dans un univers, et les médias sont de plus en plus aujourd'hui recentrés sur un traitement très consensuel des choses. C'est de la consensualité de con. C'est pas, ça, je me mets à dire plein de gros mots maintenant. C'est pas une volonté d'orienter l'information dans telle ou telle direction. C'est de la bêtise pure. C'est que on est sûr de faire de l'audience et de gagner du fric en faisant un loft plutôt qu'en faisant une émission sur tel ou tel sujet politique qui va embêter le public. En même temps, traiter du phénomène ovni et mettre des personnes sérieuses en avant qui l'ont étudié avec des armes dites scientifiques, c'est aussi reconnaître que tous les autres sujets n'ont aucune importance, parce que si le grand public dans son intégralité reconnaissait les faits qu'il y a dans votre livre et dans d'autres comme le rapport Cometa, entre autres, enfin il y a beaucoup de livres très sérieux sur le sujet, cela voudrait dire que plus rien n'a d'importance, car nous ne sommes plus seuls et la télévision ne regarde qu'une seule chose, son nombril.
Donc comment traiter un sujet comme ça en prime time? Ça me paraît assez compliqué pour le rapport de la télévision avec ses téléspectateurs. Bah écoutez, je perds pas espoir. D'accord. On dit qu'on reprend date, on voit dans 1 an, 2 ans. Je suis convaincu qu'on peut y arriver. Je suis convaincu qu'on peut y arriver parce qu'il y a des gens de bonne volonté dans toutes les chaînes. Il y a des gens intelligents. Je pense qu'il faut être très très prudent dans la façon dont on apporte l'information. Parce que j'en ai été moi-même témoin. Je suis moi-même un filtre médiatique qui a été confronté à ce phénomène. Et j'ai eu certaines prédispositions personnelles qui m'ont fait avoir suffisamment de patience et de temps devant moi pour réussir à trier le bon grain de livret. Écoutez Stéphane Alix, moi une émission à 20h50, donc ce qu'on appelle le prime time, sur les travaux de John Mack ou d'autres, évidemment, je demande à voir si vous faites ça, franchement. J'applaudis. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité est aujourd'hui Stéphane Alix. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité Stéphane Alix qui nous présente son livre qui paraît aux éditions Albin Michel le 27 septembre 2006, Extraterrestre. L'enquête, un livre où il est beaucoup sujet de John Mack, ce qui pourra vous amener, auditeurs, à vous intéresser à ce personnage qui a, en quelque sorte, d'un seul coup, changé sa vie. Il a changé sa vie, il y a eu une rencontre, il y a eu un homme, c'est Bud Hopkins, et puis des questions qui sont posées, et puis on repart, on reprend tout à zéro. On garde les bases, on garde les études, on garde les méthodes, mais on traite de sujets qui d'habitude sont montrés du doigt. Je pense que au-delà du phénomène en lui-même des enlèvements extraterrestres, je pense que John Mack s'est posé les questions sur comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense que son travail en fait a rejoint un questionnement qui est peut-être plus appuyé aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe, un questionnement scientifique sur la nature de la réalité, tout simplement. La première fois que je l'ai rencontré, il participait à une conférence dans le nord des États-Unis en compagnie d'un astrophysicien, Rudy Shield, qui est dans le bouquin, et de l'astronaute Edgar Mitchell, qui était le 6e homme sur la Lune. Edgar Mitchell, par exemple, a vécu une expérience très particulière quand il revenait de la Lune. C'était le pilote du module lunaire sur ce vol. Donc, une fois le voyage accompli, une fois le départ de la Lune fait et en retour vers la Terre, il y avait 2 jours à passer dans la capsule Apollo. Edgar Mitchell n'avait plus rien à faire. Donc, il se relâche, la pression relâche. Vous savez, comme quand vous avez une tâche phénoménale sur laquelle vous avez concentré toute votre énergie pendant des mois, voire des années, tout d'un coup, c'est fini, c'est fait. Ok, on se repose. Et en regardant dans le hublot, Edgar Mitchell voyait la Terre, voyait la Lune, voyait le Soleil. En plus, il était en rotation, donc il voyait toute l'univers en fait danser. Et là, il a eu une expérience qui l'a bouleversé. Il a vu les planètes, chacune sur leur place, dans leur place précise dans l'univers, mais il les a aussi vues comme quelque chose d'interconnecté, comme quelque chose de vivant. Et comme ce monsieur n'est pas quelqu'un de très religieux a priori, il a pas appelé ça le visage de Dieu comme d'autres cosmonautes, astronautes le font, mais il a voulu comprendre ce que ça voulait dire. Il a voulu essayer de trouver des passerelles scientifiques pour comprendre ce qu'il avait vécu, parce que ça a été une expérience très 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 forte. Ça l'a incité à créer quelques années plus tard l'Institut de recherche noétique, qui privilégie les recherches sur les sujets un peu frontières de la science. Et donc ce mois de septembre 2003, Edgar Mitchell parlait notamment des idées qui sont pas mal développées aujourd'hui sur l'aspect holographique de l'univers. Enfin, je vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu trop compliqué. Mais tout ça pour dire que voilà, le travail de John Mack sur les enlevés, plutôt que de continuer sur la voie qu'a choisi David Jacobs, Bud Hopkins, de travailler vraiment très spécifiquement sur la matérialité, l'aspect concret qui est un fait de ces enlèvements, a essayé d'élargir son travail sur voilà, dans quel monde vivons-nous, qu'est-ce que ces gens-là ont à nous apprendre sur leurs expériences, à travers leurs expériences, en quoi ça nous concerne les uns les autres. Enfin, ça ouvre énormément un espace de recherche qui, encore une fois, mais là c'est une opinion très personnelle, qui moi me paraissait beaucoup plus impliquant et intéressant parce qu'il nous touche nous, il nous remet en cause nous, notre place sur la Terre, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, enfin des questions qui sont d'ordinaire traitées par les religions ou par les philosophies. Enfin c'est une question épistémologique en fait. Et
Et John avait le bagage à la fois scientifique et de recherche pour pouvoir explorer vraiment cette question-là. Il s'est posé des questions différentes. Il a choisi un chemin assez compliqué, comme d'autres le font, et il faut bien se renseigner. Et c'est aussi ce qui vous êtes arrivé. Vous avez appris des termes, j'imagine, comme missing time. Qu'est-ce que le missing time? Vous vous êtes rendu compte que ça arrivait partout sur la planète, tout cela. Vous avez réussi en quelque sorte à dresser un portrait robot de ces êtres. Vous disiez vous-même tout à l'heure, ces fameux petits êtres que tout le monde connaît, qu'on appelle les petits gris. C'est rentré vous dans votre culture. Alors est-ce que vous pourriez en quelques mots, sans évidemment nous faire tous les chapitres, mais nous parler de ces choses-là, de ce que vous avez réalisé par rapport au missing time, aux différentes rencontres sur la planète, à ces êtres? Disons, là, j'ai suivi aussi le travail de John qui a, après la publication de son premier bouquin, effectivement, la démarche suivante, c'était de savoir, mais après tout, est-ce que ce phénomène, ça pourrait pas être simplement un truc un peu culturel américain ou qui concernerait vraiment trop les Américains, même s'il avait entendu parler de cas à l'extérieur. Donc, il a entrepris d'aller travailler à l'étranger, à droite à gauche, en Australie, en Afrique, en Amazonie, et il s'est aperçu effectivement que au-delà d'un espèce de filtre culturel qui modifiait un tout petit peu certaines caractéristiques du phénomène, il y avait vraiment une base commune extrêmement similaire, extrêmement cohérente, avec des expériences qui se passaient pour des Indiens tout nus au milieu de la forêt amazonienne, qui étaient exactement similaires, avec les mêmes types d'entités, les mêmes types de procédures que celles d'une ménagère américaine de New York, que celle d'une jeune femme turque étudiante, ou que celle d'un aborigène australien, ou encore une fois d'un médecin zoulou de 80 ans en Afrique du Sud. Donc voilà, il a mis ça en avant. C'est quelque chose que j'ai effectivement moi-même pu explorer. J'étais au Pérou au mois de juillet. Je me suis familiarisé avec certains cas aussi en France. Donc il y a effectivement une cohérence mondiale de ce phénomène, avec des entités qui sont assez similaires, avec des procédures qui sont assez similaires, et qui ôtent, je dirais, les derniers doutes sur un aspect une explication très sociologique de ce phénomène-là. Ce qui est une explication sociologique, c'est les grilles de lecture qu'ont fait ces phénomènes-là. C'est un des chercheurs américains, Paul Bernstein, que je cite aussi dans le bouquin, qui a travaillé avec John Mack, me disait, vous avez une lumière qui apparaît dans le ciel, dans le désert hébreu, il y a 3000 ans, c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous avez une lumière dans le ciel qui apparaît à Fatima, à des petits-enfants au Portugal, il y a un siècle, voilà, c'est la Vierge Marie. Et vous avez une lumière dans le ciel qui apparaît au-dessus de Paris, aujourd'hui, ça va être un ovni. La réponse immédiate des gens, c'est de dire ça prouve bien que c'est nous qui le fabriquons. Non, ça prouve bien qu'il y a un phénomène et que nous on porte sur lui des grilles de lecture qui changent et qui se modifient au fur et à mesure des cultures et des époques. Mais le phénomène en lui-même est là, il existe. Et le travail de John, comme celui que je fais aujourd'hui maintenant, a été de se débarrasser de ces grilles de lecture et d'essayer de voir quel est l'élément central cohérent qu'il y a derrière et s'en tenir. C'est pour ça d'ailleurs aussi que dans le livre, je m'en tiens au début des expériences. Qu'est-ce qui se passe concrètement au début, physiquement dans le corps des gens, dans l'environnement, dans leur chambre? Comment ça se passe? Quelles sont les lumières? Quelles textures elles ont? Quels sentiments physiques ils ont? Quelles sensations? Et tout ça est de façon plus que troublante, extrêmement similaire, partout. Sur la planète entière, les mêmes expériences avec, une fois de plus, une sensibilité selon la culture totalement différente. Vous parliez de Fatima, il y a un excellent livre sur le sujet, Fatima, un ovni pas comme les autres. De Gilles Pinon, qui est un très très bon livre, très très documenté, très rigoureux dans sa progression, effectivement. Et nous retournons une fois de plus vers l'acceptation et vers la culture qui fait que chacun verra une chose différente selon son passif. Et c'est ce sur quoi vous avez travaillé. Mais alors quand, entre autres, évidemment, quand vous avez appris cela, donc vous avez cherché à savoir si on voyait exactement les mêmes choses sur toute la planète. Ça a dû vous surprendre ça m'a plus que surpris. Ça m'a vraiment. En philosophie, il y a un terme qui est très abrupt, mais que j'utilise maintenant à toutes les sauces, qui est le terme ontologie, qui est en fait la désignation de notre réalité. Et John avait inventé ce terme de choc ontologique, c'est-à-dire qu'on a des chocs et notre réalité entière on est secouée. Il y a un autre de mes témoins qui s'appelle Michael, qui est un New-Yorkais de naissance, qui a une 50aine d'années, qui est aussi dans le bouquin. Je raconte sa première expérience avec sa compagne Trish, qui
qui lui a filmé un ovni dans lequel il a été abducté quelques heures après. Il s'est aperçu d'avoir filmé cet ovni qu'un an après, parce qu'il était dans un état second au moment où ça s'est passé. Il a filmé cette lumière dans le ciel. J'ai vu la bande vidéo, elle est analysée. C'est clairement pas un hélicoptère, pas la Lune ou quoi que ce soit. Mais ça en fait pas pour moi une preuve formelle. C'est juste un élément extrêmement troublant. Et quand Michael, à 48 ans à l'époque, voit cet ovni, alors que il sait vivre ses expériences depuis l'enfance, il a écrit dessus, il a travaillé dessus, ça le choque, parce que, oh là là, et il m'a dit, c'est comme si ça devenait encore plus réel. Et j'ai suivi un peu le même processus, c'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup toute ma réalité je me dis, bah ça y est, j'y crois. J'ai déjà dit au début que le mot croyance est un mot que je déteste dans ce sujet. Je crois pas aux armes de destruction massive en Irak, je crois pas à la gravitation, ça existe ou ça n'existe pas. Il y a des faits où il y en a pas. Donc, en revanche, j'ai franchi un certain nombre de paliers dans la réalisation que le phénomène était quelque chose de concret. Et je me souviens très très bien au moment où j'ai découvert effectivement le caractère mondial du phénomène, ça a été un choc de plus, vraiment quelque chose d'assez secouant, parce que tout d'un coup une porte, une explication rationnelle se ferme à nouveau. Et je dirais que je suis devenu presque très schizophrène. Mes journées de 24 heures sont partagées en des milliers de petites secondes, et chaque seconde, une demi-seconde, je dis c'est pas possible, et la seconde suivante, je me dis bah ouais, quand même, j'ai tous ces trucs, j'ai tous ces éléments, tous ces témoignages. Mais l'image là de votre ami, enfin de cette personne que vous connaissez qui a témoigné, avec qui vous avez dialogué, dont le témoignage est sûr, si j'ai bien compris, cette image, vous nous disiez il y a quelques instants, pour moi ce n'est que troublant, ce n'est qu'une image troublante. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pour vous l'objet qu'il a vu et qu'il voit depuis des années sur cette bande vidéo? Pourquoi ce mot troublant? C'est une barrière que vous vous mettez, ou est-ce que ça fait partie de votre travail? Là, je pense que c'est un choix d'enquêteur, de journaliste. Je pense que j'ai fait le test très simplement, vous savez, avec mon caméraman, par exemple, qui connaissait rien au sujet quand on a fait le film, ou mon monteur, qui est un ami avec qui j'ai monté d'autres films avant. J'ai vu les éléments qui les ont vraiment secoués, et ça n'a pas été cette image vidéo. Ça a été, pour le monteur, ça a été des témoignages d'enfants, que je reprends in extenso encore une fois dans le bouquin, qui ont été témoins de l'apparition d'un vaisseau au-dessus du Zimbabwe en 1996, avec même l'apparition de plusieurs entités qui ont été observées par les enfants. Quand John Mack se trouvait justement à ce moment-là en Afrique du Sud, donc il est allé au Zimbabwe, qui est un pays voisin, pour enquêter sur ce cas, parce que c'était assez phénoménal. Il y avait une 60aine d'enfants impliqués. Il a interrogé les enfants, les parents, les professeurs. J'ai mis cette séquence dans le film. J'ai aussi mis tous les témoignages des enfants dans le bouquin. Et même si, avec la plus grande malhonnêteté intellectuelle, vous pouvez remettre en doute tous les témoignages d'adultes, devant ces enfants, vous vous apercevez bien qu'ils ont été témoins de quelque chose. Enfin, 60 enfants se mettent pas à hurler, à courir dans la classe comme ça, en s'étant concertés. Une des enseignantes disait d'ailleurs, depuis des années, on essaie de les faire rentrer en rang en classe, on n'est jamais arrivé. Et là, tout d'un coup, ils y arrivent tous avec la tête terrorisée en disant avoir vu exactement la même chose. Donc, ça, par exemple, mon monteur, Jean-Laurent, a été très 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 affecté par cette séquence, parce qu'il a vu les rushs in extenso, il les a montés. Mon cadreur, Pierre, a été très 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 affecté par les interviews qu'on a fait dessous, qui sont encore une fois aussi in extenso dans le film. Il a été profondément troublé, parce que lui aussi s'est retrouvé dans une situation où, je me souviens très bien de sa remarque, Sue était épuisé par cette interview, on avait passé la journée à la filmer dans différentes situations, on était allé voir son fils. On a fait cette interview le soir, elle était épuisée, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de choses qui remontaient. Elle est partie se coucher tout de suite une fois qu'on a éteint la caméra. Et là, Pierre a pris son écouteur et l'a jeté dans la pièce en gueulant, en disant « J'avais pas envie de savoir ça, j'avais pas envie de savoir ça ». Et ça m'a profondément marqué, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a une grande expérience du tournage, il est journaliste et il tourne à travers le monde entier dans des situations atroces parfois depuis 20 ans. Et là, il était confronté, son intelligence, son honnêteté était face à quelque chose duquel il ne pouvait plus se détacher. Il était face à une femme dont il voyait bien qu'elle vivait quelque chose de difficile. Et sa réaction très compréhensible a été
la colère et le refus de l'entendre, le refus de le voir. Je reprends justement ma question. Vous qui connaissez le sujet, Stéphane Alix, depuis quelques années maintenant, vous travaillez dessus. Pourquoi avoir dit tout à l'heure que cette masse lumineuse qui a été analysée, qui a été vérifiée, ce n'est pas un hélicoptère, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas un avion. Pourquoi dire que c'est quelque chose de troublant alors que si je suis le témoignage de cette personne, ce qui lui arrive depuis des années et la connaissance que vous en avez, ça ne peut être qu'une seule chose, un objet volant non identifié. Pourquoi dire que c'est juste quelque chose de troublant ? Parce que manifestement dans l'histoire de l'ufologie, ces choses-là n'ont pas été décisives pour convaincre la majorité du public que le sujet était sérieux. Non, je parle pour vous-même, parce que vous nous en avez dit. Les personnes, les auditeurs ne s'attarderont pas là-dessus forcément, mais pourquoi vous utilisez ce mot troublant plutôt que de dire un jour il l'a filmé, il a filmé cet objet et il ne s'en était même pas rendu compte. Je comprends pas bien exactement là. Vous avez dit que c'était un élément troublant, oui. Mais pour vous ça n'avait pas valeur de preuve. Oui. Personnellement. Pourquoi tout est réuni pour que c'en soit même l'analyse de l'image. Pourquoi juste dire que c'est troublant ? Je crois que je vous ai répondu parce que je me suis aperçu que le caractère émotionnel de témoignages et d'autres histoires était bien plus important que cette image-là. On vit dans un monde où on a accès à toutes les images, les plus farfelues. Enfin, l'image ne prouve rien. On le voit bien. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez à des images. Donc même si je connais Michael depuis plusieurs années, même si je sais qu'il n'a pas filmé un truc qu'il a monté en scène lui-même, même si je sais que cette image est véridique, je sais très bien qu'elle aura un impact proche du zéro en télévision. Alors que le témoignage de ses enfants ou de son témoignage, lui, de son histoire, sera beaucoup plus émotionnellement fort et chargé. Ouais, c'était de vous dont je parlais, non pas de l'impact que ça aurait face à une télévision, c'était de vous, votre ressenti face à cette chose. Et je suis convaincu que si là maintenant un objet atterrissait au milieu de Paris et qu'on allait le filmer, personne n'y croirait. Personne n'y croirait. Regardez ce qui s'est passé à Phoenix en Arizona, je crois que c'était en 97, où des objets gigantesques ont été observés au-dessus de Phoenix, filmés par des gens. Les autorités américaines disent que ce sont des flares, des feux d'artifice. Voilà, ça tient pas la route 3 secondes quand on analyse simplement même les images vidéo tournées. Ces images, quand je les ai vues, m'ont fait la chair de poule. Vous voyez la ville de Phoenix, vous voyez l'ombre noire des montagnes parce que c'est filmé de nuit, et vous voyez tout d'un coup un point s'allumer au-dessus de la ville, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Ça dessine une forme ronde qui fait une taille mais colossale. Ça a été diffusé notamment dans l'émission d'ABC qui est passée en prime time sur une chaîne nationale américaine il y a un peu plus d'1 an, chose que j'espère pouvoir rééditer en France bientôt, qui ne dénigrait pas et qui se moquait pas du sujet OVNI d'ailleurs. On va pas revenir là-dessus. Image que l'on peut trouver d'ailleurs sur Internet grâce aux nouveaux médias que sont par exemple, j'en cite un au hasard, YouTube. Il faut faire le tri évidemment, mais si ça vous cherchez, vous tapez Phoenix, etc. On peut trouver toutes ces images et des photos. Mais YouTube, c'est surtout de la vidéo, tous ces nouveaux médias qui permettent à des indépendants de diffuser toutes ces choses. Alors Stéphane Alix, il y a aussi, je l'ai gardé pour la fin, ça, on n'est pas très loin de la fin de cette émission, le Missing Time. Le Missing Time qui, au-delà d'être quelque chose de très troublant, et vous allez nous en parler dans quelques secondes, remet en cause aussi toutes les bases de ce qu'est notre réalité, le temps, les distances, ce que nous sommes par rapport à la planète, ce que nous sommes par rapport à l'univers. Ça, c'est le terme a été inventé par Bud Hopkins quand il constatait qu'effectivement il manquait des périodes dans le récit que faisaient les enlevés de leurs expériences. Karine et Will m'ont fait une explication assez claire et nette de ce que ça pouvait être. Ils m'ont dit, imagine que tu es là dans la pièce en train de boire le thé. On était en train de prendre un thé dans la maison de John Mack. Et imagine que tu es là et puis un claquement de doigts, la seconde d'après, tu es devant ta voiture. T'as plus de thé dans les mains, et tu sais pas comment t'es arrivé là, et tu regardes ta montre, tu t'aperçois qu'il s'est passé 5 heures. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si, il parlait d'un montage de film, c'est comme si on coupait une séquence entière de la vie qui a disparu. Et c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent dans les phénomènes d'enlèvement, comme je disais au début, avec notamment l'histoire de Randy.
Il y a quelques lumières, il y a des éléments extrêmement troublants, des choses terrorisantes, et puis d'un coup, cloc, on se réveille, on est dans son lit, ou on est au volant de sa voiture, ou on est autre part, plusieurs heures plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est effectivement central, fondamental dans le phénomène OVNI. Après, il y a des enlevés qui réussissent à avoir qui ont plus de souvenirs, qui à travers des techniques de relaxation ou à travers l'hypnose réussissent à avoir vraiment plus d'informations sur ce qu'il a pu se passer pendant cette période. Ou sans hypnose aussi d'ailleurs. Quelqu'un comme Karine par exemple, où Will n'a jamais été hypnotisé, ils se souviennent d'éléments très concrets. Mais c'est comme si on était déconnecté de notre réalité pendant une période donnée et sans savoir ce qu'il a pu se passer pendant cette période. Alors évidemment, et si comme auditeur vous commencez à bien comprendre le mode de réflexion de Stéphane Alix, on s'intéresse au temps, on s'intéresse à notre relation avec le temps, avec les choses, avec les objets qui nous entourent, et vous êtes dirigé vers la physique quantique. C'est vrai que la physique quantique, c'est quelque chose qui est quand même bien construit aujourd'hui depuis presque un siècle, qui pose des gros problèmes d'interprétation et des gros problèmes épistémologiques, c'est-à-dire de lecture de ce que ça peut signifier. Et c'est un peu mis à toutes les sauces aussi, ça. C'est vrai qu'on cite la physique quantique pour expliquer un peu tout et n'importe quoi, le paranormal, le parapsychique, enfin tous ces trucs-là. Donc j'ai voulu, moi, me plonger vraiment sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, quelle réalité la physique quantique nous décrit. Et ce qui m'a troublé peut-être autant que, je dirais, les histoires d'enlèvement et de consistance sur le phénomène OVNI, c'est de réaliser que la réalité dans laquelle on vit n'est pas la réalité ultime de la matière et qu'il existe un autre plan. Ça c'est très très difficile à expliquer comme ça en quelques mots, mais qu'il existe une source. J'emploie ce terme, mais il n'a aucune connotation ni religieuse ni spirituelle dans le cas présent. Une source unique, globale, qui est située hors du temps, hors de l'espace, hors de notre monde des phénomènes et de la matière, qui, d'une manière ou d'une autre, projette dans l'espace et dans le temps notre réalité et notre monde. Il y a un exemple qui est utilisé par Al Puthoff, qui est un physicien qui a travaillé beaucoup sur les recherches psy notamment. Il dit, imaginez que vous soyez sur une plage et que vous voyez deux bâtons plantés sur la plage d'un bout à l'autre de la plage. Il y a une vague qui passe et la vague fait tomber les deux bâtons. Imaginez que vous sachiez rien de la vague, que pour vous la vague n'existe pas. Vous voyez deux bâtons tomber, vous dites mais les bâtons ont communiqué l'un à l'autre pour tomber au même moment. Et nous on vit dans ce monde des bâtons. On vit dans le monde des bâtons en voyant des événements qui se passent, en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé de l'un à l'autre pour qu'il se passe telle chose. Et en fait ce que la physique quantique nous révèle, c'est qu'il y a une réalité au-delà de ces deux bâtons et qu'il y a peut-être une source globale qui influe sur l'ensemble de cette réalité. Donc moi j'ai expliqué un petit peu toutes ces notions, notamment la non-localité, le fait que deux particules de matière, qu'elles soient à 5 cm l'une de l'autre ou à chacune aux confins de l'univers, puissent garder un lien instantané. Ça défie toutes les lois de la physique. Ça Einstein n'a jamais pu l'accepter, ce genre de choses. Il s'est dit, il y a une communication d'une manière ou d'une autre entre ces deux particules. Et en fait, ce qui se dessine, c'est qu'il n'y a pas de communication entre les deux particules. C'est que les deux particules ne constituent pas la réalité ultime des choses. Ces deux particules sont juste des manifestations de quelque chose qui se situe au-delà. Donc moi, ça ouvre des perspectives en fait sur ce que l'on est, sur les rapports que l'on peut avoir les uns avec les autres, sur la dimension de l'espace. Enfin, c'est un univers absolument fascinant et je suis content d'avoir réussi à synthétiser ça, à donner des clés. Je donne des références bibliographiques aussi en fin d'ouvrage pour ceux qui ont envie de se documenter là-dessus. C'est un univers fascinant. Vous avez eu l'impression de découvrir un monde scientifique ou érudit stagnant quand vous avez ouvert ce dossier, cet énorme dossier des ovnis. Est-ce que vous vous êtes dit mais c'est pas possible, il y a plein de pistes que nous n'avons pas encore pris? Mais je crois vraiment que c'est à l'image de l'ensemble de la société. Vous savez, je fais pas de... Enfin, j'ai découvert que... Évidemment, mais à travers cet angle.
Oui, il y a des réticences de tout ordre, mais c'est exactement le réflexe de mon cadreur qui a plus envie d'entendre ce discours. Il est pas idiot, c'est pas un mec méchant, c'est un mec au contraire très curieux, très intelligent, mais il y a un moment où il peut pas quoi. Et moi j'ai même moi-même dans à certains moments ce blocage, je peux plus aller plus loin. Et on a tous nos propres limites. Comme notre société là, comme le monde scientifique là, le monde scientifique est quelque chose qui est devenu extrêmement dogmatique depuis quelques siècles, parce qu'on lui a confié les clés de notre réalité, alors que depuis des millénaires et des millénaires, le réel était confié à des choses beaucoup plus subtiles, mais moins universelles, je dirais, parce que du coup, les visions du monde n'étaient pas forcément toutes cohérentes les unes avec les autres. Là, on a un système, un grille de lecture qui a l'apparence de l'uniformité, qui a l'apparence de l'universalité. Je vais y arriver. Allez-y. L'universalité. Merci. Et moi, j'y vois une chance, encore une fois. Je suis un partisan de la méthode Coué, c'est-à-dire que il y a des blocages, évidemment, parce que du coup, cette structure scientifique a énormément de mal à se remettre en cause elle-même, a énormément de mal à intégrer des éléments qui s'accumulent plus aux autres, mais qui remettent en question certaines croyances antérieures. Mais d'un autre côté, en se servant, comme je le fais dans mon bouquin, de cette science dure, acceptée et acceptée par tout le monde, on arrive aujourd'hui à dégager des arguments qui sont encore plus fous que le sont la visite d'OVNI sur la Terre ou les enlèvements extraterrestres. Enfin, quand on va au cœur de la signification philosophique de la physique quantique, on est mais dans un autre monde. Et si cette réalité-là, mais c'est très récent, vous savez, la non-localité quantique a été prouvée en laboratoire à Paris d'ailleurs, enfin à Orsay, en 1982 par un physicien français, Alain Aspect. On s'en doutait, on le savait, personne ne voulait s'en charger parce que tout le monde s'en fichait. Et c'est ce jeune physicien qui a décidé de faire ça et qui l'a prouvé en 82. C'est il y a 15 ans. Donc tout ça est très neuf, 25 ans. Tout ça est très neuf, très récent. Et encore une fois, je suis convaincu intuitivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est forgé depuis 3 ans en étant confronté à ce sujet. Je suis convaincu qu'on est dans un processus où on grandit progressivement, c'est très lent, et je vois le phénomène OVNI, le phénomène des abductions, non pas comme un sujet en soi, mais comme une des clés qui va nous permettre d'appréhender la réalité d'une façon un peu plus riche qu'avant. Vous parliez tout à l'heure de boîte, Stéphane Alix. La question que je me pose en vous écoutant parler, en connaissant votre passé de reporter, est-ce que vous croyez qu'un jour vous pourrez en refaire ce que vous faisiez auparavant, ou est-ce que le sujet que vous avez ouvert là est inépuisable? Ce que je veux dire par là, vous avez fait un documentaire, ce livre qui sort. Est-ce que vous croyez que vous retournerez à d'autres sujets, ou est-ce que là, est-ce que vous avez imaginé repartir sur un territoire, faire des reportages, ou est-ce que ce sujet qui est finalement très très lié à l'introspection, donc au sujet le plus vaste et le plus travaillé par l'être humain, va prendre la suite de votre carrière? Je sais que j'essaie de vous faire imaginer ce que sera votre vie dans 20 ou 30 ans, mais je me dis qu'une personne qui découvre, ça fait combien d'années? Ça fait quelques années que 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ça fait pas longtemps finalement. Une personne aussi curieuse que vous peut-elle se sortir d'un sujet aussi vaste? Non, parce que j'utilise ce sujet, je vis ce sujet non pas comme un sujet en lui-même, mais comme une porte vers un univers beaucoup plus large. Et ça m'a fait me poser des questions sur notre rapport au réel, comme on l'a dit. Donc, quels sont les moyens qui nous permettent de connaître le réel? Il y a tous les moyens extérieurs que sont la biologie, la physique, que j'ai déjà pas mal exploré. Et puis, cet univers qui est absolument fascinant, qui est celui de la conscience, qui est le soi qui regarde. Est-ce que moi qui parle aujourd'hui, je suis moi? Est-ce que je vais rester moi quand mon corps va cesser de vivre? Enfin voilà, tout ça, ce sont des questions qui pour moi sont complètement liées. Vous utilisiez le mot parfait, introspection, c'est-à-dire que étudier le phénomène extraterrestre, faire ce livre, faire ce travail d'enquête m'a fait prendre conscience beaucoup plus encore que peut-être mon travail de reporter de guerre de la petitesse et de la grandeur de l'homme, la petitesse dans l'univers, l'énorme orgueil que l'on a à vouloir considérer que s'il y a d'autres vies, elles devraient forcément venir nous dire bonjour, alors que nous, on n'éprouve pas forcément le besoin d'aller dire aux fourmis qui sont au coin de la rue qu'on existe.
Et puis en même temps la grandeur, parce qu'on est quand même doué de conscience, on est doué de beaucoup de choses fabuleuses, on arrive à changer et on a un potentiel énorme en soi. Donc effectivement, je sais pas ce qui va se passer dans 15 ans, je sais pas si je retournerai sur des zones de conflit, je pense pas. Mais pour ce qui est du prochain projet, qui est déjà bien amorcé, je vais travailler sur effectivement la conscience. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça survit à la mort? Est-ce que un au-delà existe? Est-ce que notre univers, notre réalité interagit avec d'autres réalités? Et ça va faire appel à beaucoup de choses différentes qui vont effectivement de la neuroscience jusqu'au psychédélique en passant par beaucoup de choses, par les NDE et autres. Stéphane Alix, notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant 95.2, qui nous présente son livre Extraterrestre, l'enquête, paru aux éditions Albin Michel. Stéphane Alix, merci beaucoup. Votre documentaire, on peut le trouver, il a été diffusé cet été sur une chaîne du câble. Pour l'instant, non. D'accord. Merci beaucoup Stéphane Alix. Merci à vous. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h.